Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne LSDMV pour ce nouvel épisode de Looking for Pépite, épisode 6 sur lequel nous allons revenir sur les découvertes du mois de juillet et du mois d'août. Je suis Renaud, je serai une nouvelle fois seul aujourd'hui pour vous partager mes découvertes et en effet, voilà, l'ami Rémi n'est pas disponible encore une fois, voilà, il est pas mal occupé entre ses projets de podcast mais aussi professionnels et sa vie perso. Il nous rejoindra sûrement début d'année prochaine, donc je verrai comment voilà, peut-être vous proposer des versions adaptées de Looking for Pépite ou autres sur la chaîne LSDMV en attendant. Sachant que le temps passe très vite, voilà, donc je vais pas m'engager sur certaines choses, on verra en temps et en heure. Mais nous allons tout d'abord revenir, comme je vous disais, sur ces découvertes estivales. Alors pour rappel, Looking for Pépite, c'est un projet qui a pour but de vous partager nos découvertes culturelles, alors qui peuvent être aussi bien, mais notamment cinématographiques, mais aussi littéraires, musicales, ludiques, etc., sous forme de 3 parties. Voilà, une partie, la première sur lesquelles nous revenons plus en détail sur certaines œuvres, voilà, parce qu'on a pas mal de choses à dire. La seconde où on va directement à l'essentiel, pas forcément parce que on a un avis défavorable dessus, mais parce que voilà, on ne souhaite pas s'étaler, pas forcément d'analyse ou beaucoup de points qu'on veut aborder. Et on a une troisième partie qui est la redécouverte, voilà, où on va parler d'œuvres qu'on avait déjà découvertes par le passé, qu'on redécouvre voilà, avec désormais notre regard d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ça va être pas mal de cinéma encore une fois. Je vais notamment parler de films assez récents et aussi qui viennent de sortir, vous verrez. Et un film qui a été marquant pour moi, dont je vais parler en troisième partie. Mais voilà, je vous laisserai soit regarder le timecode pour découvrir tout ça, ou sinon découvrir au fur et à mesure l'émission. Et on commence de suite avec la première partie. Let's go! Et pour débuter cette première partie, nous allons parler de Jurassic World Renaissance, sorti cette année 2025 tout récemment. Voilà, il y a eu déjà pas mal de retours là-dessus. Comme vous le savez, encore une fois, j'essaye, et ça a été notamment le cas pour ce film, de ne rien écouter en termes d'avis, aussi bien de vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube ou sur des podcasts, pour vraiment, voilà, partir sur ma réflexion, et c'est vraiment lors de l'enregistrement de l'émission que après je vais écouter les différentes émissions YouTube, voilà, le cinéma d'Urundel que j'aime beaucoup, Ça le temps pour un film, etc. Voilà, afin de savoir ce qu'on en pensait les autres. Mais voilà, là c'est vraiment, vous allez avoir mon analyse objective, voilà, sans qu'elle puisse être parasitée par d'autres émissions. Ce dernier Jurassic World, il a été réalisé par Gareth Edwards, qu'on connaît notamment pour son premier film, qui avait fait assez parler, qui est Monsters. Ensuite, on l'a vu dans des reprises de sagas telles que Godzilla ou Star Wars Rogue One. Et il avait pu aussi réaliser un de ses projets personnels, The Creator, qui était son avant-dernier film, voilà, sorti avant Jurassic World. Pour ce dernier film, il a été scénarisé par David Koepp, qu'on connaît pour avoir scénarisé les 2 premiers films Jurassic Park, et voilà, qui a notamment participé à des projets tels que L'Impasse, Mission Impossible le premier, Spider-Man, Panic Room, voilà, donc c'est un scénariste américain assez réputé. Il y a aussi eu Michael Crichton qui a été présent. Lui a été scénariste sur les films Jurassic, mais aussi sur des jeux vidéo et séries tirés justement de cet univers-là. Donc il fait déjà entièrement partie de cette saga. Il a aussi notamment scénarisé Mood West, Westworld dans son titre original, ainsi que la série dérivée qui est sortie voilà, ces dernières années. Et Mood West, c'est un film que j'avais découvert assez récemment aussi, et qui m'avait laissé une très bonne impression, avec un style vraiment assez années 70, voilà, années 70, avec ce côté un peu dystopique, comme pouvait l'être, je sais pas, je pense à Soleil Vert aussi, donc voilà, j'aime pas mal le travail qu'il avait réalisé sur Mood West.
Monde Ouest, pardon. Concernant le casting, alors on a notamment Scarlett Johansson qui joue le personnage principal, on a Mahershala Ali qui était présent sur un film récemment sorti sur Netflix, Le Monde Après Nous, réalisé par le créateur de Mr. Robot, une série que j'ai énormément aimée. Pour revenir sur Mahershala Ali, il a aussi été présent sur une saison de True Detective, sur Green Book, qui avait eu un succès populaire assez important. Il a aussi été présent sur un super film qui est Moonlight. Voilà, pour ne citer que cela, donc voilà, acteur assez réputé là aussi. Notre des acteurs, c'est Jonathan Bailey. Je connais moins sa filmo, mais il a, je trouve, un rôle assez intéressant dans ce Jurassic World. Voilà, un côté rieur et assez passionné sur lequel je reviendrai plus tard. Et ensuite, en dernier, on va dire, acteurs principaux, on a Rupert Friend, qui a joué notamment Peter Quinn de Homeland, voilà, qui était aussi une série assez intéressante, notamment dans ses débuts. Donc le film est sorti ce mois de juillet 2025. Bon, Jurassic World, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, hein, ni Jurassic Park, bon voilà, c'est une saga d'aventure, hein, un peu SF dans son propos. De quoi ça parle? C'est 5 ans après le Jurassic World, le monde d'après, donc le dernier qui était sorti de cette saga. Donc l'environnement de la planète s'est révélé hostile pour la plupart des dinosaures qui viennent petit à petit à disparaître. Donc une experte, Zora Bennett, est engagée pour mener une mission secrète. Son équipe doit récupérer l'ADN des 3 plus grands reptiles préhistoriques du monde regroupés sur la même île isolée, l'île Saint-Hubert située au large de la Guyane française. Ces 3 spécimens renfermeraient la clé d'un remède capable de changer le destin de l'humanité. Alors pourquoi je l'ai choisi? Bon, c'est un des blockbusters de l'été. C'est vrai qu'en général, maintenant, le cinéma, j'y vais beaucoup moins. Et je vais souvent voir des films qui sont assez attendus, on va dire. Mais dans le sens où j'attends quand même le réalisateur ou le scénario derrière. Je vais pas voir tous les blockbusters qui sortent. C'est d'ailleurs assez rare, on va dire, en blockbuster, en tout cas grand public. Mais voilà, Jurassic World, forcément, j'avais un lien avec l'enfance. Hein. Jurassic Park 1 et 2 ont été très importants pour moi. C'est des films avec lesquels j'ai grandi. Ils ont marqué aussi un souvenir fort du début de mon amour pour le cinéma, puisque je me souviens très bien du stock de VHS enregistré qu'avaient mes parents sous l'escalier de la maison qu'ils louaient et que j'allais consulter régulièrement. Et en fait, ces VHS, elles étaient enregistrées, ils découpaient le petit papier du résumé du film que tu pouvais avoir dans les programmes télé. Et juste ça, en fait, ça poussait à l'imagination car je n'avais pas d'autres éléments pour me renseigner dessus. J'avais juste à être curieux et à farfouiller pour me faire en fait ma jeune filmographie, voilà, parmi le stock de films qu'ils avaient. Et dans cette collection, voilà, on pouvait y retrouver les films de Spielberg, tout ce qui pouvait être Last Action Hero, des Disney, Matrix. Je me souviens que mon père m'avait fait voir assez jeune le premier Terminator aussi, qui m'avait pas mal marqué. Je me souviens de la scène quand le robot s'enlève son faux œil devant le miroir. Voilà, c'est des images qui restent assez en tête. Et Jurassic Park en faisait partie. J'ai donc pas mal poncé les 2 premiers. Et petit en plus, j'adorais les dinosaures et je me faisais des histoires avec mes Lego que j'adorais. Bref, c'est une saga que j'apprécie. Cependant, la nouvelle trilogie, donc Jurassic World, a été une énorme déception pour moi. D'une part parce qu'elle était trop méta, notamment le Jurassic World de Colin Trevorrow, le tout premier, avec ses comparaisons et références continues avec le premier film de Spielberg, en surlignant le fait qu'il ne pourrait jamais faire mieux, qu'il fallait toujours voir plus gros, mais que les origines seront toujours mieux que ce qu'on pourrait proposer, etc. Et j'avais déjà souligné dans l'épisode précédent, lors de mon retour sur Twin Peaks, à quel point les revisites de sagas actuelles sont faites de la mauvaise des manières. Voilà, combien de fois maintenant, je vais être préoccupé et inquiet de voir qu'une franchise de mon enfance va ressortir du placard et au lieu d'être impatient en fait de savoir ce que ça va donner, j'attends en fait de constater les dégâts qui vont être causés. Pour le second des Jurassic World, j'avais trouvé un peu d'espoir puisque Fallen Kingdom se voulait plus sombre et horrifique, comme l'était Le Monde Perdu d'ailleurs, de Spielberg, dans la trilogie originale. Cependant, j'ai abandonné, je n'ai pas vu le 3e film lorsque j'ai découvert que Trevorrow remballait pour ce 3e et qu'une partie du casting de la trilogie originale allait jouer dedans. Voilà, pour jouer justement sur ce côté à nouveau nostalgique. Et les Member Berries, voilà, auxquels font référence South Park, de jouer sur ce côté coup de coude, tu vois de quoi on parle, t'as la ref, etc. Et là, 3 ans après, on annonce déjà un nouveau film. Et j'étais dépité, voilà, je me suis dit que ce renouvellement de la saga aurait dû se calmer justement à la fin de cette trilogie pour quelques temps au moins et revenir bien plus tard avec des idées neuves.
et il n'en est rien. Alors cependant, une lueur d'espoir est apparue, celle de voir Gareth Edwards annoncer à la réalisation. Pour moi, c'est une lueur d'espoir, alors pour plusieurs éléments. Alors déjà, c'est un réalisateur que j'ai apprécié à ses débuts et que j'avais découvert avec Monsters, et plus tard, voilà, que j'avais aussi apprécié pour The Creator. Alors me tirez pas dessus, je sais que ce dernier est décrié, mais malgré ses faiblesses notamment de scénario, et je rejoins là-dessus, hein, il n'y a rien de super créatif, je suis vraiment rentré là-dedans par la qualité des effets visuels, par ses personnages, puis l'univers installé. Il y a aussi dans l'ambiance, je me souviens d'une scène avec une musique de Radiohead en fond, et le choix des musiques était excellent. Voilà, ça sortait un peu de nulle part cette idée, mais elle était très propre et était cohérente. Et pour les autres films, alors je suis passé à côté de Rogue One, car il arrivait un an après le Réveil de la Force que j'avais apprécié, mais j'attendais davantage la trilogie principale Star Wars, plutôt que les films qui sortaient entre chacun. Par exemple Rogue One, on avait eu Solo, etc. Et puis là aussi, il y avait l'ironie dramatique pour Rogue One de savoir comment cela va se terminer. Voilà, la force doit donc résider sur le comment c'est arrivé, parce que pour rappel, Rogue One, ça parle d'une unité qui avait pour but de récupérer les plans de l'étoile noire pour que Luke puisse la détruire dans l'épisode 4. Et là, on expliquait comment ils arrivaient à ça. Mais bon, tu sais qu'ils vont y arriver. Donc voilà, comme je dis, la force doit résider... La force, doit résider sur le comment, mais je n'ai pas réussi à m'attacher de façon générale aux personnages présentés. Cependant, cela a confirmé un des points forts d'Edwards dans un domaine dont je vais parler dans un instant, car juste avant, je vais évoquer Godzilla, dont je n'ai aucun réel souvenir, mais il montre qu'Edwards est un habitué des reprises de saga et que c'est un geek dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un passionné de cinéma et de la culture qui entoure ses films. Il sait les traiter à l'écran, sait de quoi il parle, et il évite les clins d'œil appuyés et le fanservice dont je parlais, qui allait être pour moi un signe rassurant pour ce futur Jurassic World, voilà, sur lequel il allait être derrière la caméra. Autre point rassurant, c'est qu'il a une signature, c'est un auteur. Il a réussi très bien à montrer la démesure des éléments, par exemple sur Rogue One, c'est flagrant avec des décors trop grands pour le cadre, ou qu'il réussit à mettre en échelle via d'autres éléments du décor. Donc c'était une très belle promesse pour Jurassic World, puisque l'idée était de nous faire ressentir le gigantisme des dinosaures. Alors maintenant, la synthèse de tout ce que je viens de dire. Donc ce dernier film était vendu comme une nouvelle ère pour la franchise. David Cobb, scénariste sur les 2 premiers films des années 90, est rappelé. Gareth Edwards sera derrière la caméra suite à l'abandon, et ça il faut le souligner, de David Leitch, qui était le réalisateur de Deadpool 2, qui était sur John Wick 1 des films Fast and Furious, Bullet Train, et il est parti du projet de Jurassic World suite à des différends créatifs. Donc là, être vigilant. Et par rapport à ça, il faut savoir que Gareth Edwards n'a eu qu'1 an et demi pour boucler le film, malgré une demande de sa part pour reporter la sortie. Il avait une volonté d'avoir des décors réels et de faire des effets pratiques, et limiter au maximum les effets numériques, et de faire un hommage aux films de Spielberg et au style de ces films sortis dans les années 90. Sans trop m'être renseigné sur les retours et sur la création du film, j'ai pu voir des avis mitigés, environ 2,6 sur 5 de moyenne, aussi bien critique presque spectateur, et je m'attendais à un film avec énormément de compromis, c'est-à-dire de voir un film de Gareth Edwards, respectant davantage l'œuvre originale et en y apportant sa touche et de la fraîcheur comme il avait su faire sur Rogue One, sans en faire, comme je disais, un film aux multiples références bien appuyées, mais avec cette appréhension, voilà, de voir un film très encadré, devant respecter un cahier des charges. Donc dans tout ça, mon avis, eh bien j'ai pas mal apprécié. Mais avant, peut-être de vous donner le détail de mon avis, Rémi a accepté de vous donner le sien via un enregistrement, voilà, de quelques minutes que je vous passe de suite. Et ensuite, on reviendra sur le mien juste après. À tout de suite. Salut à toutes et à tous, c'est Rémi. Renaud m'a demandé de donner une petite capsule pour parler de Jurassic World 4, je sais même plus comment il s'appelle, Rebirth je crois, ou Jurassic Park 7. Donc en quelques mots, alors déjà avant toute chose, je suis en vacances avec les enfants, donc j'ose espérer que vous saurez pardonner d'éventuels bruits parasites qui seront dans les environs. Jurassic World 7, c'est assez marrant parce qu'en fait on est dans une période où je suppose, alors j'ai pas trop suivi ce qui avait été dit à propos de ces films, mais on est dans une période où beaucoup d'influenceurs, de
pseudo-critiques sur Internet, que ce soit en podcast ou en YouTube, en vidéo, vont hurler, dire c'est de la merde, utiliser des hyperlatifs, d'une radicalité assez oppressante à propos du cinéma fantastique et du cinéma de blockbuster, en disant c'est le pire, c'est le meilleur, machin. Et là, pour le coup, je pense que ces personnes vont avoir beaucoup de difficultés. Ah, éventuellement, les gens d'extrême droite qui le traiteront de wokiste parce que bon, bah, c'est une femme l'héroïne et c'est un noir son bras droit. Mais bon, c'est la seule chose que je vois qui peut agacer les radicaux. C'est un film terriblement fade en fait. Et rien que dire ça à propos d'un blockbuster, c'est déjà problématique. Parce que les blockbusters sont censés être boursouflés, sont censés être comme du gros McDo, trop gras, trop salé, trop sucré, qui nous fait mal au ventre quand on sort du repas. Et 2 heures plus tard, 2 heures plus tard, même pas, on a refaim alors qu'on vient d'aller aux toilettes pour tout est... C'est horrible comme comparaison là, qui m'est venue. Bon bref, le cinéma de blockbuster est censé être trop. Et là, en fait, on n'a rien. Alors, oui, on peut arguer que c'est à cause du contexte de production. Gareth Edwards est arrivé, le film était déjà à moitié fait, toute la post-prod était déjà réalisée, je sais pas quoi. Je m'en moque terriblement. Mais c'est terriblement décevant, en fait, parce qu'il n'y a rien. Le film est très long. Il dure plus de 2 heures et très mal, pas très mal rythmé, mais simplement lent. Il est très lent. Et on essaye de nous faire croire que des personnes qu'on nous présente comme sans foi ni loi ont une foi et obéissent à des lois. Je parlais de bruit parasite, désolé. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Les acteurs et actrices ne sont pas du tout dedans. À part le mec que je mentionnais tout à l'heure, là, le bras droit de Scarlett Johansson, qui a l'air assez impliqué dans son personnage. Scarlett Johansson n'a rien à faire d'être là. Et c'est marrant d'ailleurs parce que la promo du film a été vendue un peu sur elle et sur le fait qu'elle était trop heureuse de pouvoir enfin jouer dans un Jurassic Park. Je pense qu'en fait, elle n'en avait rien à faire. Et c'était assez marrant de la voir évoluer et d'être là, juste dire ses répliques et puis faire son sourire. Ah, désolé. Donc, autre point qui me faisait assez rigoler, c'est que tout le long du film, moi j'ai pensé à Jurassic Park 3, ce film qui est conspué par les fans, qui est détesté. Moi j'aime bien, j'aimais beaucoup, et voire même c'est un de mes préférés de la saga, parce que c'est un tout petit film qui n'a que très peu de budget par rapport à tous les autres, mais par contre qui est fait sans cynisme et sans colère, mais qui est fait avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire qu'on voit que celles et ceux qui ont travaillé sur ce film-là, sur Jurassic Park 3, étaient contents d'être là, étaient contents de faire ce qu'ils ont fait. Et chose qui ne reviendra pas les 3 premiers Jurassic World sont des films relativement cyniques et tristes. D'ailleurs, Spielberg, bon bref, on parlera de Spielberg un jour, mais je trouve pas que ce soit une si belle personne que ça. Donc tout le long de Jurassic Park 7, j'ai pensé au 3 en me disant c'est basiquement non, mais on reprend des concepts du 3, c'est-à-dire cette fameuse famille perdue au milieu du truc, des gens qui ne sont pas prêts à y aller, qui font des erreurs, bon voilà. Et c'est marrant parce que je ne peux pas accuser ce film de cynisme, si ce n'est peut-être du point de vue des acteurs et actrices. Peut-être que Gareth Edwards a fait ça pour pouvoir récolter de l'argent, pour pouvoir faire un Creator 2 ou un deuxième un film indépendant à méga budget, comme il l'a fait avec The Creator il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, grâce à Godzilla et à Rogue One. Donc peut-être qu'il a fait ça de manière cynique, mais ce cynisme ne se ressent pas. C'est-à-dire que le film n'est pas honteux. Il n'est pas horrible comme l'étaient les précédents, en fait. Moi, les 3 précédents, j'ai pas vu... Ah si, j'ai vu les 3. Je les trouve vraiment très
très problématiques là-dessus. Ils ont un cynisme qui ne se cache presque pas, un peu comme on pouvait le reprocher au Marvel il y a quelques années. Alors j'en regarde plus, donc je ne sais pas où ils en sont de niveau cynisme, mais bon, c'est assez étrange. Voilà, donc Jurassic World, j'ai trouvé que c'était fade, terriblement fade. Les Canadiens francophones disent beige. C'est très beige, c'est très beige. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de truc. On a l'attaque d'un dinosaure qui me terrifie, qui s'appelle le Quetzalcoatl, qui est le dinosaure, le ptérosaure volant le plus grand jamais découvert. C'est-à-dire que basiquement, c'est une girafe avec le poids d'un éléphant, donc une girafe géante, qui vole et alors il se nourrissait de poissons, mais enfin, imaginez une seconde d'une girafe volante qui peut arriver à tout moment et te becter. Et là, ils ont toute une scène basée là-dessus qui est mal rythmée et qui est nulle. Il ne fait pas peur. Ce film ne fait jamais peur. Ce film ne fait jamais rire, malgré ses essais. Ce film ne fait jamais rien, en fait. Et même son monstre terrifiant de la fin, il est raté. Et voilà, basiquement, j'ai plus grand chose de plus à dire. C'est un film terriblement bof. Donc, c'est une pépite beige. Tu vois, cette pépite que tu vois et tu l'oublies. Tu la jettes, tu la laisses avec tes cailloux. Tu sais, c'est comme quand t'es enfant, là, que tu ramasses plein de cailloux. Il y en a des très beaux, il y en a des très laids. Et il y en a au milieu, tu les ramasses, tu dis, oh, non. Tu le poses et tu l'as oublié l'instant d'après. Voilà. Et c'est pas grave. Tant pis pour lui. À bientôt. Bon, très bien, vous venez d'écouter donc l'enregistrement de Rémi. Je l'ai écouté dans la journée. Alors, pour synthétiser ce qu'il dit, bon, c'est un film correct. Je crois qu'il n'apprécie pas l'humour, qui a très peu d'effets d'horreur. Qu'au niveau, je crois, des acteurs, à part Ali, il n'a pas forcément d'affinité. Et que c'est pour lui un film un peu passe-partout, mais qui n'est pas jeté, mais non plus adoré. Pour ma part, comme je vous disais, j'ai pas mal apprécié. Je le place dans le haut du panier, mais après les deux premiers films, voilà, ça c'est sûr. À vérifier pour le troisième, Rémi en parle dans l'enregistrement, et c'est vrai que c'est un film que j'avais revu quelques fois, que j'avais revu en DVD, mais je n'ai aucun souvenir, donc il faudrait que je le revoie prochainement. Voilà, j'avais revu Jurassic Park 1, Le Monde Perdu, je l'ai de côté, et sûrement en fonction de mon retour sur Le Monde Perdu, peut-être je reverrai le 3 aussi, ouais. Et à ce moment-là, voir ce que j'en pense par rapport à celui de Gareth Edwards. Mais en tout cas, Edwards, je le place vraiment plutôt dans le haut du panier. Je vais cependant détailler les éléments du film, donc pour ceux intéressés à le visionner, je vous invite à revenir plus tard. Ça va être le cas sur pas mal des films dont je vais parler tout à l'heure, j'essaierai de vous avertir. Voilà, sinon on est parti. Donc premier élément, celui de vous présenter le contexte et le rythme du film. Alors avec le recul, j'ai conscience des nombreuses faiblesses du film, mais force est de constater que la première partie, c'est-à-dire de l'intro vraiment à l'arrivée sur l'île, m'a happé. Je me rendais compte durant le visionnage que j'avais un gros smile pendant un bon moment, chose qui m'arrive rarement. Encore une fois, et j'en profite au maximum, j'essaie d'aller régulièrement au cinéma avec mon père. C'est une habitude qu'on a gardée ensemble et c'est rare où là je lui mettais un petit coup de coude en lui disant un super, en lui faisant un pouce, voilà, en lui disant que vraiment je rentrais dedans. Et comme je vous disais, jusqu'à l'arrivée sur l'île, j'ai vraiment été embarqué. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Comme j'ai dit précédemment, j'avais laissé tomber le film précédent, le troisième donc des Jurassic World. Et bon, je n'ai pas pu constater comment les dinosaures étaient introduits dans notre quotidien, puisque justement c'était un des sujets du film. Et ici j'ai trouvé l'idée dans l'introduction de l'embouteillage qu'elle était intéressante, surtout qu'elle permet d'expliquer que les dinosaures font à nouveau partie du passé, puisque les rares survivants ont migré vers des zones plus propices à leur survie, faisant lien avec la suite de l'intrigue, et que pour le commun des mortels, les êtres humains, c'est devenu quelque chose de normal. Donc on clôt ainsi le film précédent. Ensuite, malgré le côté peu réaliste, j'ai apprécié d'être lancé direct dans une dynamique avec le recrutement de l'équipe que l'on suivra sur l'île. Voilà, les personnages sont un peu clichés, cependant j'ai trouvé que celui de Scarlett Johansson était vraiment naturel et attachant. Tu sens qu'elle a connu des choses terribles dans le passé, mais elle garde un côté malicieux que j'ai bien aimé et qui évite de tomber sur une femme trop fragile ou trop garçon manqué. Elle a une légèreté, une sensibilité et en même temps cette détermination. Et j'ai réellement l'impression que Scarlett Johansson a pris du plaisir vraiment à jouer dans le film, à contrario de ce qu'indiquait Rémi. Idem pour le scientifique joué par Jonathan Bailey.
alors qui n'a pas la carrure d'un aventurier ou peut-être d'un scientifique parce qu'il est quand même assez baraque quand tu regardes bien, mais voilà, mais qui accepte, notamment pour son personnage, hein, là je viens pas sur l'acteur mais sur le personnage, mais qui accepte cette mission en tant que passionné des dinosaures. Et l'acteur il réussit très bien à retranscrire cela et à le rendre attachant. C'est d'ailleurs cet élément qui le fait en fait se décider à accepter la mission. Voilà, ce personnage travaille dans un musée dans lequel il accueille de moins en moins de visiteurs qui se sont lassés de ces animaux et il accepte en fait la mission un peu commando qui lui est proposée car ce sera la seule chance qu'il aura en fait d'en apercevoir et de potentiellement de pouvoir s'en approcher. Et pour avancer un peu dans l'intrigue, je trouve d'ailleurs la scène avec les Titanosaurus très émouvante car le scientifique touche une des pattes de la bête et tu réussis à ressentir ses émotions et son amour pour ces reptiles. Un autre des personnages qui sort du lot pour moi est celui joué par Mahershala Ali. J'ai trouvé son personnage très années 80 dans le style Carl Weathers dans Predator. D'ailleurs, le film a été travaillé hein, techniquement et visuellement pour reproduire ce style des années 90 avec un grain et une couleur assez particulière. Et concernant ce personnage, il y a un côté très lumineux, mais là aussi avec du vécu et un passé compliqué. Et je trouve que la relation de ce trio fonctionne. Alors, pas tous entre eux, hein, mais ceux de Scarlett à Ali et de Jonathan à Scarlett, prouvant quel est le personnage principal du récit. Et chacun des mecs va l'aider à retrouver une certaine humanité et même croyance à la société, au bien commun, et non pas personnel. Ce n'est pas du traitement de personnages énormément approfondi, mais ça fait le café, ça fonctionne. Je reste sur les points positifs de cette première partie avant d'attaquer le reste. Donc présentation de l'intrigue et de l'équipe en mode Suicide Squad est assez bien gérée. Une mise en place rapide et des personnages déjà attachants et un très bon rythme. Puis l'idée de devoir récupérer des échantillons sur 3 spécimens différents, donc qui se situent en eau, sur terre et dans les airs est une très bonne idée. Voilà, j'enlève complètement le côté logique et réaliste de la mission, encore une fois, ma suspicion d'incrédulité a fonctionné là-dessus, je ne cherche pas plus de logique. Cette idée permet surtout en fait déjà de voir des décors différents, chose que Gareth Edwards faisait déjà dans ses précédents films, je pense notamment à Rogue One et The Creators. Cela permet aussi, et je ne me souvenais pas de l'avoir vu dans les trilogies originales, c'est d'avoir une menace qui intervient avant l'arrivée sur l'île. Le voyage sur le bateau a un style qui m'a énormément fait penser à un autre film de Spielberg, Les Dents de la Mer, et aussi au livre Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway que j'avais déjà évoqué dans l'épisode 2 de Looking for Pépite, si ça vous intéresse d'aller écouter. Alors pourquoi? Car les personnages se parlent davantage, ils sont dans un lieu restreint, ils vont se dévoiler les uns aux autres, puis va venir la chasse du monstre qui est plutôt bien apportée en termes de tension, et qui est aussi montré comme un jeu pour l'équipage, comme pouvaient l'être par moments les deux œuvres que je viens de citer. Et malgré ça, la tension, le danger et les drames sont présents. Même lorsque l'équipe fait naufrage et arrive sur la plage, ils ne sont pas sauvés pour autant et l'horreur est bien présente. Edwards joue d'ailleurs durant le film et sur cette séquence avec notre perception du décor et des détails sur l'image. Sur un dinosaure que nous n'aurions pas aperçu par exemple, le danger peut survenir à tout moment. Et j'ai justement repensé au film King Kong de Peter Jackson qui réussissait cette approche avec une galerie de monstres plutôt horribles, pouvant surgir à tout moment n'épargnant personne. Et le point culminant dans King Kong était pour moi, et qui me reste fortement en mémoire, c'était la séquence de la crevasse où des insectes géants finissent par sortir de partout et tuer un bon nombre de personnages. C'était une séquence marquée par son silence, par ce choix de ne mettre quasiment aucune musique qui renforçait énormément l'angoisse. On venait justement de quitter une scène de danger pour ensuite en découvrir une encore bien pire. Voilà, donc ça c'est pour l'arrivée sur la fameuse île qui va ensuite marquer une chute pour moi par contre dans la dynamique, j'en ai conscience. À partir de là on va jongler entre des moments plutôt cool comme la découverte des Titanosaurus dont je parlais tout à l'heure, la scène avec le réveil du T-Rex et la scène finale avec le Distortus Rex, le D-Rex, dont l'apparence nous est longtemps suggérée, qui est plutôt bien amenée avec le jeu sur les lumières rouges, sur la brume de nuit, mais aussi dans ces dimensions qui font que le cadre de l'image n'arrive pas à le remplir, encore une fois. Cependant, et j'y viens enfin, j'ai quelques éléments qui pour moi ternissent le film. Sur le traitement et le nombre de personnages traités. Je trouve que l'équipe, encore une fois, dont je parle, le Suicide Squad, donc plutôt des forces armées et des scientifiques, elle se suffisait à elle-même. Cependant, et je ne l'ai pas encore évoqué, mais une famille vit une histoire à la fois en lien, mais aussi en parallèle de cette squad. On a le père et ses deux filles, donc une enfant, et l'autre ado à qui est ajouté en fait son petit ami qui les accompagne dans leur voyage, je crois que c'est la traversée de l'Atlantique. Et ils réalisent ce voyage en bateau et vont être attaqués par des dinosaures marins, voilà ceux qui justement vont aussi
être présent lors de la chasse, hein, en bateau qu'on suit juste après. Et la Suicide Squad va les repêcher à ce moment-là. Et sur cette famille, on aurait déjà pu seulement garder le père et la fille, la plus petite, car le jeune couple n'apporte pour moi rien au film. Voilà, on nous présente un garçon baba cool, ayant peu de savoir-vivre en communauté, mais qu'on va ensuite réhabiliter ou essayer par des excès de bravoure. Et tu sens qu'il est là pour détendre la tension du film, qui est assez dramatique, hein, j'entends, et cela pour apporter de l'humour, mais ça tombe complètement à plat, ça casse le rythme, et je ne vois pas quel type de public pourrait être ciblé. Et idem pour sa petite amie, elle cherche surtout à se venger d'un des personnages qui allait la laisser mourir, mais là aussi, le trait de ce dernier sont déjà assez soulignés au marqueur, hein, pour comprendre que c'est un connard fini, sans avoir besoin d'avoir voulu essayer de tuer cette fille. Donc si on l'avait enlevé complètement du script, voilà, on aurait compris que ce gars-là, il pense qu'à son projet, à se faire de la thune, et que ça s'arrête là. Il n'y a pas d'approfondissement ou de traitement de sa psychologie, je reparle de la fille, hein, donc au final, c'est la fille et la copine d'eux, mais c'est tout. Il n'y a pas plus de traitement. Pour le père et sa jeune fille, c'est un peu plus intéressant, mais sans plus, le film aurait gagné à faire mourir un du groupe, afin de renforcer les liens. Par exemple, l'adolescente, elle se serait sacrifiée dans la scène du canoë, pour ceux qui ont vu le film, pour sauver toute la famille, et sa perte aurait transformé son petit ami, et le lien qu'il entretient avec son père se serait renforcé. Et là, ça aurait pu être intéressant. Et un autre point concernant les personnages, c'est comme il y en a trop, on les traite en surface. Mais quand le film essaye de nous en faire savoir un peu plus sur eux, c'est très moyennement fait. Je pense à la discussion du personnage de Scarlett et de Ali dans le bateau lorsqu'ils évoquent leur vie personnelle. La réalisation et les plans sont cohérents, hein, plutôt classiques, mais ils fonctionnent. On a des plans rapprochés, voilà, pour rendre la situation et l'ambiance plus intimiste. Cependant, la manière de parler et de jouer ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui manque. Et cela arrive avec quelques personnages dans le film. Et ensuite, je vais parler de l'impression d'avoir vu sur ce film un film qui n'est pas réellement un film qu'on aurait pu penser de Gareth Edwards. C'était une de mes craintes avant de voir justement le long métrage, c'est que Jurassic World soit trop découpé et haché. Mais ici, c'est surtout que je m'attendais davantage à voir un jeu sur les dimensions, de mise en échelle. Et ce type de plans, ils y sont, mais sans m'avoir trop marqué. J'avais peut-être trop d'attentes aussi là-dessus, j'entends. De plus, j'avais aussi énormément d'attentes sur les effets visuels, d'avoir quelque chose de très propre et immersif. Mais ici, alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir choisi de tourner en 35 mm et qui rend un léger flou, mais les décors réalisés en images de synthèse sont plutôt moyens, notamment pour les paysages sur l'île qui sont visibles sur la séquence de descente en rappel par exemple. C'est assez marquant. C'est peut-être aussi un souci lié à la salle de cinéma où je suis allé, qu'il a peut-être accentué, parce que lorsque j'ai revu des scènes qui étaient disponibles sur YouTube, cela m'a paru quand même moins grave, donc à vérifier. Et c'est dommage ces effets visuels sur les décors, et c'est très dommageable car pour le reste je trouve les dinosaures très bien gérés. Ils sont visuellement bien réalisés, le détail de leur corps aussi. J'en reviens sur la séquence avec les Titanosaurus, mais comme il s'agit d'une espèce plutôt docile, on a le temps de les examiner et de les approcher. On a ainsi le détail de leur peau. On voit aussi que des oiseaux se nichent sur leur corps, un peu comme ce qu'avait réalisé Matt Reeves dans son Cloverfield, sur lequel je reviendrai plus tard, je fais du teasing, mais avec une approche plus horrifique, puisqu'il s'agissait, dans le film de Matt Reeves, de parasites. Mais ici, Edwards traite de dinosaures difformes, puisque des expériences ont été réalisées sur eux. On a donc des espèces pouvant aller autant sur Terre que mer et air, et le dinosaure principal est traité comme un monstre de film de la Hammer. Et en parlant d'horreur, Gareth Edwards arrive assez bien à apporter une tension continue dans son long métrage. Comme je disais précédemment, ces personnages ne sont jamais à l'abri, que ce soit aussi bien sur terre, sur mer et sur air. Puis le fait qu'il joue sur la rapidité des bêtes et le fait qu'elles puissent se cacher n'importe où fait que nous sommes à l'affût du moindre détail dans le décor. Et ça, c'est très bien, c'est qu'on s'amuse à être attentif, ce qui rend le film immersif et attractif. Et c'est un des reproches que j'avais au premier film de la trilogie Jurassic World, c'est d'avoir fait des dinosaures une attraction, des animaux de compagnie. On y découvre le parc où les enfants peuvent jouer avec des bébés dinos, ce qui enlève ce côté sauvage et redoutable. C'était pareil pour les vélociraptors, voilà, qui sont, on va dire, éduqués, j'ai plus le terme exact. Et le tout premier de Spielberg l'avait dès le départ évité en nous précisant qu'il ne peut être question de dompter un tant soit peu ces reptiles, d'où l'annulation du parc avant même sa mise en service. Donc Edwards réussit de façon très subtile à rendre hommage au film de Spielberg,
sans que cela soit ressenti en mode gros coup de coude, «Ouais, t'as la ref». Par exemple, de reprendre les thèmes musicaux des premiers films, elle est cohérente pour apporter un lien avec la saga, comme le peut l'être ceux de Star Wars par exemple dans son générique, sans que cela soit trop utilisé. Donc nous l'entendons notamment, c'est lors de la découverte des Titanosaurus, faisant le parallèle avec le Brachiosaure, et l'autre thème principal lorsque nous arrivons sur l'île. En tout cas, j'ai trouvé le film cohérent dans sa volonté de faire hommage au premier film, car en ressortant de là, j'ai le sentiment que c'est un film qui s'adresse à tous, et que le découvrir enfant peut avoir un impact qui serait comme celui que j'ai pu avoir tout petit. Il y a de l'action, des personnages plutôt cohérents, ayant chacun leur personnalité plus ou moins attachante. Il y a de la tension aussi, avec un peu d'horreur, mais adapté à tout public, à partir d'une dizaine d'années, je dirais. De plus, il a son propre style, montrant qu'Edwards a vraiment apporté sa patte. Le 35 mm le démontre, vu qu'elle apporte un grain et une image plus réaliste. Voilà, c'est quelque chose de moins lisse que ce qu'avait été proposé dans au moins le premier film des Jurassic World. Et c'est un choix de réalisation, donc artistique, et je trouve ça plutôt rassurant pour la suite. C'est donc un film que je reverrai sans problème. Je suis conscient de ses faiblesses, mais qui ne prendront pas le dessus sur le plaisir que j'ai eu au visionnage. Donc pas de pépite, mais je vous le recommande quand même. Et pour le deuxième film que nous allons aborder, eh bien là, je suis vraiment niveau timing dans les sorties estivales. Je suis impressionné. On va parler d'Évanouie, sorti ce début août, donc août 2025, dans son titre original Weapons, réalisé par Zach Greger. Donc c'est un film thriller horreur. Alors de quoi ça parle Bien, je vais vous lire la synopsis d'Allociné. Lorsque tous les enfants d'une même classe, à l'exception d'un, disparaissent mystérieusement la même nuit à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui ou quoi est à l'origine de ce phénomène inexpliqué. Bon, autant vous dire par ce résumé, cette synopsis énigmatique, je vais, oui, beaucoup venir en détail sur le film, je vais pas mal spoiler. Alors pourquoi je l'ai choisi tout d'abord? Je vais vous présenter ça, et après je vais vous dire vraiment quand je vais entrer dans les détails du film. Alors pourquoi je l'ai choisi? J'avais pas du tout entendu parler de ce film, hein. J'ai regardé les sorties de la semaine et constaté que les notes pour celui-ci étaient assez positives, que ce soit de la part de la presse ou des spectateurs. Un peu comme Jurassic World, voilà, les deux parties étaient du même avis. Pour celui-ci, par contre, il y avait des notes plus positives, hein. On était à 3,7 sur 5 de moyenne. Et en me renseignant sur le réalisateur, j'ai vu que c'était celui qui était derrière le film Barbare, sorti 3 ans plus tôt et disponible sur la plateforme Disney+. Alors j'avais plutôt apprécié ce premier film, notamment dans son idée de montage, dans la tension et le côté horrifique choc de l'intrigue, même si le dernier tiers faisait l'effet un peu d'un soufflet, voilà, en terminant de façon assez décevante, une fois le plus gros secret de l'intrigue dévoilé. Et je sais plus pourquoi, peut-être c'était par Durandal que j'avais entendu parler de ce film, mais il y avait 2 films d'horreur de Disney+, que j'avais découvert de cette façon-là, je vous parlerai d'un autre un peu après. Et ainsi, j'avais une soirée de dispo, et plutôt curieux j'étais plutôt curieux d'aller le voir au ciné, sans trop m'être renseigné en plus dessus, donc je m'attendais à rien de particulier, jusque le réalisateur était prometteur dans sa manière de gérer majoritairement un huis clos horrifique. Et donc pour Évanoui, comme je vous disais, je vais aborder en détail le film. Je vais donc dévoiler le final et plusieurs des intrigues, car je les trouve nécessaires à mon analyse afin que vous compreniez aussi mon avis. Pour vous donner d'abord un avis rapide sans spoiler, il plaira à ceux ayant aimé Barbare, car le montage est identique et l'intrigue a de nombreux liens aussi. Cependant, outre la qualité technique, je trouve que le film perd en puissance, là aussi dans son dernier tiers lorsque les révélations arrivent. De plus, le film aurait mérité à être moins long, afin d'aller plus dans l'essentiel. Je trouve qu'il se perd dans le traitement de ces différents personnages qui sont trop nombreux, un peu comme ce que je viens de dire pour Jurassic World. Et le réalisateur ne semble pas non plus savoir comment les aborder. Cependant, je souligne certains jeux des acteurs qui font le boulot. Je pense à Josh Brolin, Julia Garnett, Benedict Wong, Alden Ehrenreich. J'espère que je prononce correctement. Pour l'horreur, le gore fonctionne très bien, surtout si on l'additionne au fait que le sujet traite principalement d'enfants. On aurait pu penser que le film ne se permettrait pas certaines idées de mise en scène, mais si. Malgré tout, le jeu sur l'horreur, cette fois-ci sur la tension des scènes et leur aboutissement, n'est par moments pas logique, et peut casser une séquence alors qu'elle était très bien entamée. Voilà, encore une fois, cette image de soufflet, quelque chose à l'aspect prometteur mais qui se dégonfle à la fin. Et maintenant, pour ceux
qui sont pas intéressés sur le fait que je puisse divulgacher, comme on dit, les détails du film ou qui l'ont déjà vu, on part sur l'analyse avec spoiler. Alors, le plus et moins du film, comme je disais, le style de film choral et l'ironie dramatique. Pour rappel, le film va traiter de plusieurs personnages en lien ou non avec la disparition. Nous avons la maîtresse de classe des enfants disparus, nous avons un des parents, on a un des flics de la ville, on a un camé, un directeur d'école, et on a un des derniers, le seul élève de la classe toujours présent. Nous allons débuter l'histoire avec la maîtresse qui va introduire l'intrigue, présenter quels sont les personnages, etc. Puis nous allons terminer son chapitre par un cliffhanger. On monte ensuite crescendo sur les chapitres suivants, puisque chacun se termine par un cliffhanger, nous faisant redémarrer avec la vision d'un nouveau personnage en revenant au point de départ du film, pour rejoindre ou non ce que nous venons de découvrir dans le chapitre précédent. Ce qui va amener forcément à une ironie dramatique, sujet que j'avais déjà évoqué sur l'épisode précédent pour le film Twin Peaks, qui consiste à ce que le spectateur connaisse des éléments du scénario que le personnage ignore. Cette ironie dramatique était d'ailleurs déjà présente dans son premier film. Je trouve cependant que par rapport à son précédent film, cette idée de montage, donc on peut appeler film choral, on suit plusieurs personnages différents dont les histoires s'entrecroisent, elle est moins aboutie. Déjà dans Barbare, nous suivions l'histoire de deux personnages principaux et d'un troisième, mais pour ce dernier, il s'agissait surtout d'un flashback. La difficulté de Barbare est que, comme il s'agissait d'un plus petit budget, la seconde histoire vue par le propriétaire me semblait déjà un peu redondante car on suivait le même parcours, littéralement, que le personnage précédent. Tandis que là, les décors et les personnages sont plus nombreux. Le seul intérêt pour Barbare résidait donc dans le traitement des personnages, mais le film réussissait à se cantonner à seulement 3-4 personnages évitant de s'éparpiller. Dans Évanoui, le terrain de jeu est plus intéressant. Il a lieu dans toute une ville et le profil de personnages traités est varié. Cependant, Zach Greger, qui est le réalisateur et aussi le scénariste, il a décidé de développer trop de personnages à mon sens. Ce qui fait que le côté redondant de revoir une même scène mais d'un point de vue différent est plus marqué et elle ralentit le film. Et on pourrait penser qu'en termes de cinéma, de montage et de plan, cette idée est plutôt intéressante, et ça l'est, mais pas complètement. Une fois le côté astucieux passé, j'ai eu cette impression que le réalisateur ne savait pas comment aborder et traiter ces scènes. On sait où va se tramer les éléments cruciaux du film, ce qui fait que les histoires secondaires non importantes font ralentir le rythme et nous font un peu tourner en rond puisqu'on sait où le chapitre va aller. Le tout est de savoir comment. Le réalisateur souhaite aussi parler de plein de sujets mais sans qu'aucun aille réellement au bout. Le sujet du lien entre la prof et l'alcool par exemple est montré mais pas traité. Cela ne lui apporte rien de négatif et n'a pas d'enjeu dans le film. On l'aborde lors des réunions parents-prof suite aux disparitions, mais ce n'est pas ça qui jouera sur sa vie. On la voit régulièrement aller au magasin pour s'acheter des bouteilles, mais là non plus, RAS. Pour le flic et le drogué, on met énormément en avant le sujet des seringues contaminées, et le fait que le flic ait l'air un peu hypochondriaque, mais là non plus, pas de suite donnée à ça. On fait aussi un lien entre les cauchemars des adultes, mais sans que cela soit cohérent. Alors je vais m'expliquer, parce que c'est un peu spécifique. La prof fait un rêve où de nuit, elle va dans sa classe, et tous les élèves sont présents et dorment, sauf Alex. Là, ok, il y a une logique, elle souhaite les retrouver, ils sont présents, sans l'être réellement, ce qui veut dire qu'elle a la réponse à ces disparitions quasiment sous ses yeux. Cependant, les enfants disparus ne peuvent pas lui laisser de message, sauf Alex, mais ce dernier a son visage qui tout d'un coup se transforme en une sorte de clown avec un mauvais maquillage. Et je comprends pas ça. Nous, spectateurs, on comprendra plus tard pourquoi ce maquillage, lié à l'apparence de l'antagoniste. Mais ici, on est dans le rêve de Justine. Elle n'a aucune raison de voir ce maquillage. Elle n'est pas non plus possédée ou contaminée par quelque chose. Et cela se reproduit avec le personnage d'Archer. Idée sympa au départ aussi, il cherche son fils dans toute la maison, et l'extérieur, il y a énormément de tension dans cette séquence, et il va au final retourner dans la chambre où il le découvre, donc son fils, dans son lit les yeux ouverts mais inexpressif, ne réagissant pas, comme s'il n'était pas présent. Et là aussi on appuie sur le côté que l'enfant semble proche mais sans pouvoir rien faire, ni pouvoir l'aider. De plus, elle marque le caractère du père qui semble très viril et peu enclin à partager ses émotions. Et ici, il finit par dire à plusieurs reprises qu'il aime son fils, sans que celui-ci ne réagisse. Et c'est parfait, c'est fort. On comprend l'intensité de ce que ces mots représentent pour lui, et surtout de les dire à voix haute. Mais encore une fois, il y a un jumpscare avec ce maquillage sur le visage de l'enfant qui va apparaître sans que cela semble cohérent. Donc notre suspension d'incrédulité, elle fonctionne dans cette intrigue d'enquête policière surnaturelle,
Et encore, je trouve étonnant que des flics n'aient pas réalisé de recherche plus aboutie sur la maison du garçon rescapé, mais bon. Mais jamais il n'y a une référence au fait que des cauchemars ou apparitions puissent avoir lieu en lien avec la disparition des enfants. On a l'impression que le réalisateur a mis ça pour apporter un jumpscare et de la tension qui n'est pas du tout nécessaire. Ou peut-être pour pouvoir clôturer sa séquence, parce qu'il ne savait pas comment le faire, je sais pas. Bon, ce qui peut nous permettre d'aborder le traitement de l'horreur dans le film. J'étais à plusieurs reprises tendu et stressé, je trouve, et ça a été le cas pour les gens dans le public, hein. J'avais un peu peur au début parce que j'étais en solo avec deux filles qui allaient le voir et qui avaient l'air de partir pour visionner un film d'horreur en faisant des commentaires, en criant et tout ça. Mais au fur et à mesure, heureusement, les gens sont arrivés un peu tard et peut-être ça a calmé, il y a une ambiance plus générale. Et on sentait la tension, ouais, sur certaines scènes. Et ben, je trouve justement les scènes en lien avec la maison inquiétantes très bien gérées. Voilà, lorsque la porte s'ouvre sur un noir complètement ténèbre, hein, sans rien pouvoir apercevoir, on a quelquefois un personnage qui va sortir d'un coup, comme la mère de famille se rapprochant d'une voiture qui est stationnée. Ouais, on ne voit jamais son visage, sa démarche est bizarre et menaçante, c'est assez bien géré. On a le fait aussi de connaître petit à petit la maison où se déroule le gros du film, et ça aussi c'est super bien géré, ce qui fait que quand des personnages y retournent, on sait déjà d'où va provenir ou d'où peut provenir le danger, et ce qui est à éviter. Je pense à par exemple l'exorciste où tu savais qu'à un moment donné, ben, si tu montais les escaliers, ben, t'allais vers la fille possédée et tu savais à un moment donné, parce qu'elle apparaît dans l'escalier, dans une scène qui a été très très marquante. Voilà, dès que tu vois cet escalier, t'as un peu peur de savoir ce que tu vas y trouver. Et ça, c'est une ironie dramatique dont je parlais tout à l'heure. Voilà, ce fait que d'autres personnages y soient allés précédemment et qu'on sait que quand un personnage va y aller pour la prochaine fois, ben, on sait sur quoi il peut potentiellement tomber. Et une défense du film aussi, c'est que ça réside dans le gore. Alors même si je suis plus fan de la tension dans l'horreur que le côté gore trash, chose que j'avais aussi appréciée dans The Substance, hein, par exemple, le film n'a pas peur de montrer, notamment dans la scène finale de banquet avec les enfants, qui est assez osé, on peut le dire, il ose aller là-dedans. Malgré tout, cette violence, elle ne fonctionne pas, par exemple, lorsque les parents se mutilent à table avec la fourchette, pour ceux qui ont en image la scène, ou quand le flic se fait éplucher le visage. Voilà, je trouve les plans larges sont plus difficiles à traiter, je pense, au niveau des effets visuels que des gros plans. Je pense que ça va pas au bout de façon générale. Autre élément dommageable pour le côté horreur est de trop en dévoiler, comme l'a été le film Barbare, je trouve. Le dernier chapitre traitant d'Alex, donc le petit garçon, hein, qui est le seul rescapé des enfants disparus, ben, ce dernier chapitre, il va dévoiler le twist, et il fait perdre pour moi en tension. L'antagoniste semblait menaçante quand on la connaissait à peine, j'étais même persuadé d'avoir une fin encore plus surnaturelle avec une entité extraterrestre, puisqu'elle se maquille très mal, elle porte une perruque et ne sort jamais, on aurait pu jouer là-dessus. Et ça m'a d'ailleurs fait penser à un autre film d'horreur qui était sorti sur Disney+, et que j'évoquais tout à l'heure, comme l'a été Barbare, et que j'avais trouvé fou. C'est le film Traqué, dans son titre original No One Will Save You, sorti en 2023, et qui racontait l'histoire d'une ado jeune femme qui vivait seule dans une grande maison et se retrouvant attaquée la nuit par quelque chose de surnaturel. Et Traqué se permettait d'aller au fond de son idée de départ, quitte à être what the fuck, mais j'avais énormément apprécié ce choix scénaristique et la réalisation fonctionnait très bien, avec une inspiration à la Poltergeist bienvenue. C'était un véritable ovni, avec une fin impossible à prévoir. Et j'en reviens au film, donc le traitement de l'antagoniste m'a laissé mitigé, et j'aime cette idée de ne pas trop détailler son passé. Ça, c'était très bien, ou d'expliquer pourquoi elle fait tout ça. Ouais, en fait, elle veut juste vivre et ne pas vieillir en se nourrissant d'humains par de la magie noire. Cependant, l'approche que l'on en a via Alex casse cette dynamique. Par rapport à ce qu'elle fait à ses parents et comment elle le manipule, ça c'est assez réaliste, ok. On peut même y voir un parallèle avec son titre original Weapons, puisque, alors, deux éléments. Elle se sert des corps dont elle prend le contrôle pour réaliser ses actions, en plus de se nourrir. Donc ses corps deviennent donc ses armes, d'où le titre Weapons. Et dans la manipulation du garçon, et qui fait lien avec le rêve d'Archer qui voit au-dessus d'une des maisons un AK-47 géant flottant dans les airs, qui est une scène un peu what the fuck qui sort un peu de nulle part.
Et quand on y pense, n'a aucune logique, aucun lien entre lui et les armes, hein. C'est une image pour nous spectateurs, une métaphore, mais qui n'a pas de logique pour le personnage dans son rêve. Et de ça, on peut penser aux enfants ados endoctrinés et facilement influençables qui peuvent devenir des futures armes. Voilà, en faisant le parallèle avec les massacres perpétrés dans les collèges américains, les jeunes pouvant se radicaliser, et qui, malgré la surveillance des parents et les caméras de surveillance placées, comme elles le sont voilà, à l'entrée des maisons, et qui révèlent comment les enfants ont disparu cette fameuse nuit, comment les parents ne peuvent pas contrôler et protéger leur progéniture. Alors j'extrapole un peu, mais c'est parce que le réalisateur ne me semble pas cohérent et clair dans le traitement de cette idée, et donc je dois faire le boulot moi-même en fait, et essayer de trouver une réponse. Et outre cette analyse, la gestion du mystère autour de l'antagoniste est très bien développée. Par petites touches, on comprend que quelque chose se trame dans la maison. Voilà, tout est fermé, on ne voit rien de la famille d'Alex. À un moment donné, on aperçoit ses parents au travers d'une vitre, mais ses parents restent stoïques. La mère sort de nuit avec des ciseaux et semble folle sans faire de réelle agression. Quand le camé s'introduit dans la maison et comprend que quelque chose de vivant est dans la maison sans savoir quoi. La première scène où on la découvre est surprenante et assez réussie, je trouve. Je reparle, mais on a une scène de jour à l'école. Elle est habillée de façon ridicule, de plein de couleurs pétards sans aucune logique, avec un maquillage grossier comme celui d'un clown, et tu sens de suite que quelque chose d'anormal est en train de se dérouler. Mais la scène aurait dû pour moi se jouer ici, avec la secrétaire agressée et non le conjoint du directeur dans la scène suivante. Parce qu'ici, la scène se termine sans impact. On recommence ensuite le dialogue plus tard, au domicile, comme je le disais, entre le directeur et son conjoint, mais elle est trop forcée et nous n'avons pas de réel enjeu sur le couple. On les a seulement vus faire des courses ensemble sans échanger le moindre dialogue, et le conjoint apparaît moins de 5 minutes au total à l'écran. Sa mort n'a donc pas la puissance qu'elle est censée avoir, pas de supplication de sa part ou de mots, par exemple mon amour, je t'aime, juste avant que l'horreur intervienne, que la mort intervienne, pour appuyer justement cette dramaturgie. Et par la suite, la gestion de la sorcière dans la maison est moyenne. On la voit trop, on aurait dû jouer sur le mystère de son aspect, montrer son visage dans l'ombre, pour imaginer son visage sans le maquillage et la perruque. Ici, rien de réellement repoussant, hein. De plus, elle est froide avec Alex, mais elle a besoin de lui. Il n'y a donc pas de réelle méchanceté ou violence envers lui. Elle réalise le chantage avec ses parents, lui disant que s'il n'obéit pas, elle les obligera à se tuer, manger entre eux, hein, mais sinon, Alex fait sa vie, que ce soit en dehors de la maison ou à la maison. Il s'occupe de nourrir les gens, qui sont manipulés par elle, mais il peut dormir et être autonome. De l'empathie pour lui, oui, de la répugnance pour elle, oui, mais pas autant que je ne le pensais. Il aurait fallu que son mépris pour le garçon, et ou son physique, le soit aussi. Voilà, d'appuyer davantage sur la fatigue physique qu'elle éprouve par exemple, creuser plus son corps. On la découvre dans une pièce peu éclairée à chaque fois, il aurait été judicieux de la montrer recroquevillée dans un coin, telle une araignée, vu qu'elle tissait aussi sa toile sur la ville. Et d'ailleurs, ouais, c'est un peu ça, elle piégeait ses proies dans sa toile, pour ensuite les conserver et qu'ils meurent à petit feu, lui permettant de se nourrir petit à petit. Ça, j'avais pas forcément fait le lien avant ça d'ailleurs. Alors, j'apprécie par contre c'est le jeu fait sur ses accessoires et ses costumes. Voilà, tu sens qu'il s'agit d'une sorcière par ses bijoux, ses accessoires, son sac. Elle transporte aussi un arbre qu'elle trimballe avec une sorte de branche de bambou servant au sort. Voilà, tous ces éléments sont cohérents, originaux et ne font pas parodiques. Et j'appuie tout à l'heure sur le côté extraterrestre, car elle est en décalage complet avec la société, et il aurait été super de traiter ce personnage comme un être ayant pris possession de la tente, car la mère d'Alex indique dans un dialogue, il me semble, qu'elle ne l'a jamais vu, ce qui aurait pu être le cas pour cette sorcière, et ce qui peut être son cas d'ailleurs, mais aussi de jouer sur un être ayant une conscience partielle de nos règles de vie, et essayant de se travestir en humain. Cela aurait eu du sens par rapport à sa tenue, son maquillage, ses perruques, et ses extravagances quand elle demande un vase pour boire. On aurait pu couper la scène et montrer la suite plus tard, nous laissant un doute. Et j'y pense peut-être par rapport au roman L'homme tombé du ciel que j'avais abordé dans l'épisode 1, qui était aussi voilà cet être surnaturel qui débarquait sur Terre et qui réussissait par les coutumes et habitudes, malgré sa particularité, à faire partie de la société. Et on retrouve un peu de ça
dans le film, et ça aurait pu être traité aussi de cette façon. Un élément intéressant dans le traitement de l'horreur est le ton choisi. Voilà, on a de l'horreur pure, mêlée à une sorte d'humour noir absurde, quasi parodique, qui peut déstabiliser. Pour ma part, je l'ai trouvé bien dosé. Voilà, il me semble que c'était déjà le cas sur Barbare, mais j'ai des doutes, hein, je me souviens plus exactement des détails du film. Il y a notamment la scène du camé possédé qui se fait balancer dans toute la maison par Hatcher et qui revient 5-6 fois à la charge en gueulant comme un zombie alors que la séquence est intense. Forcément aussi la séquence finale avec la sorcière fuyant les enfants à ses trousses. Cette course est poussée dans sa longueur pour en devenir presque ridicule, mais surtout pour montrer à quel point cette sorcière était en fait pathétique et ne pouvait que se cacher, voilà, manigancée dans l'ombre, hein. Après, j'ai envie peut-être de donner deux, trois éléments concernant le contexte du film. Alors, j'ai essayé de savoir à quel type de film d'horreur cela me faisait penser. Et j'ai pensé au film de Jordan Peele, qui joue sur le côté horrifique, mais peuvent aussi avoir un côté absurde, cet humour noir. Et en me renseignant sur la création du film, j'ai appris que Peele était très emballé par ce projet et qu'il n'était pas loin de devenir justement le producteur. Cependant, j'apprécie plus fortement les films de ce dernier. Alors, outre les scénarios originaux, je trouve que les sujets qui sont traités, que ce soit principaux ou secondaires, sont plus aboutis et intéressants. Idem pour le traitement de ces personnages que je trouve plus détaillés, chose que je reproche à ceux d'Évanouis. Autre référence, j'avais parlé dans l'épisode pilote de Looking for Pépite du roman L'Outsider, écrit par Stephen King. J'ai trouvé le film très en lien avec ce roman, dans le fait de présenter une petite bourgade américaine touchée par un événement sombre, ayant comme victime des enfants, dont une des principaux suspects sera rapidement condamnée et traitée dans la boue par les habitants, qui souhaiteront faire leur propre justice. Voilà, il y a certains parallèles en effet qui fonctionnent et qui sont assez intéressants. Donc regardez, oui, Évanoui, parce que c'est un film qui est quand même, je dirais pas atypique, mais original. Voilà, en tout cas, moi, je le reverrai pas. Mais je vous le recommande pour le côté surprise de l'intrigue. Alors, pour ce troisième film et dernière œuvre de la partie 1, je vais parler du Règne animal sorti en 2023, réalisé par Thomas Kelly. J'espère que je prononce bien encore une fois parce que les réalisateurs français, je suis nul, je suis désolé. Réalisateur du film Les Combattants, sorti en 2014, qu'il faut que je regarde, il est dans ma liste. Ce film, donc Le règne animal, sorti en 2023, c'est un film fantastique, dramatique. De quoi ça parle? Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Alors pourquoi je l'ai choisi? Il était dans ma liste depuis un moment. Je n'avais pas prévu de le regarder maintenant, mais j'avais besoin d'un film, on va dire grand spectacle, on va dire grosse affiche. Voilà, qu'un film plus intimiste et en lien un peu avec cette période estivale. Puis j'avais aussi passé une période de quelques semaines sans avoir vu de film et j'avais besoin de quelque chose d'accessible, hein, j'entends, c'est pas péjoratif, mais d'assez grand spectacle pour me motiver à me relancer. Et avant d'attaquer le détail du film, j'ai été conquis. C'est un film qui m'a ému et surpris sur quelques éléments que je vais désormais détailler. Alors d'une part, j'ai aimé la simplicité du scénario. Je dis simplicité, là aussi non pas péjoratif, hein, mais car on y suit un père et son fils décidant de déménager dans le sud-ouest afin de suivre leur mère hospitalisée là-bas, et on va découvrir leur quotidien, leur adaptation à cette nouvelle vie, à cette nouvelle région, mais avec le sous-texte fantastique d'une maladie transformant les humains en animaux. Et cela est traité de façon très naturelle avec ce style dramatique très français que j'avais déjà souligné dans les films Acide et La Nuée. Voilà, dans les émissions précédentes, que je vous invite là aussi à écouter, je fais pas mal de publicité sur cet épisode. Et on entrait dans le fantastique, surtout dans Acide, par des bribes d'informations. Mais le sujet principal était la relation d'une famille. Cela apportait du réalisme, nous permettant d'entrer plus facilement et rapidement dans le film. Et ici c'est pareil, le film traite de conflits familiaux, de discussions philosophiques, on retrouve tout ça et j'aime bien. J'adhère et j'entre plus facilement de cette façon-là dans l'univers. C'est aussi un univers déjà établi. Le film nous introduit dans un monde où la population a déjà connaissance de ces mutations
et vivant déjà avec ce virus, entre guillemets. L'introduction peut d'ailleurs surprendre car les personnages assistent à la fuite d'un de ces êtres et réagissent en ayant peur d'être blessés, mais pas qu'ils voient quelque chose de fantastique, de surnaturel. Cet élément fait partie du quotidien, comme peut être voilà, quelqu'un d'un peu fou qui provoque un embouteillage. Et à la différence de Acide, l'élément surnaturel dangereux n'est pas découvert et n'arrive pas d'un coup, il est déjà en place. Ce qui donne une approche et un traitement davantage sur la partie dramatique, mais souligné par ces touches de surnaturel qui rendent le film efficace et singulier. Ce qui est l'élément perturbateur ici, c'est le transfert plus la fuite de la mère et qui va entraîner sa recherche. Et derrière cet univers déjà établi et cette simplicité de scénario, on va avoir les thématiques abordées. Elles sont de plusieurs sortes. On va parler de l'immigration, par exemple les pays qui acceptent plus ou moins ces gens qui mutent. Où peuvent-ils se réfugier? Quels sont les centres d'accueil? Comment ils fonctionnent? Comment la population de la ville où sont situés ces centres d'accueil le considère? Donc outre cette migration, il y a aussi le côté virus. Voilà, comment c'est attrapé? Est-ce que c'est héréditaire? Et malgré le fait que le film soit sorti dans un contexte vraiment Covid, je trouve quand même qu'il est traité en ce côté virus de façon secondaire, ce qui n'est pas plus mal. On va aussi parler forcément du racisme, voilà le propos des habitants, tout ce qui est les t-shirts anti-mutants, anti-animaux, les tracks qui sont faites sur ces êtres sans que les forces de l'ordre puissent le remettre en question. Tout ce qui peut être les convictions aussi, ce qu'on est prêt à faire pour ses idées, comme l'était le personnage de Guillaume Canet dans Acide. On parle aussi de la puberté, de la transformation du corps par cette mutation, qui peut rappeler notamment X-Men, ou la transformation du corps durant l'adolescence, comme l'était Spider-Man. Dans toutes ces thématiques abordées, le réalisateur ne semble pas vouloir en cibler une principalement, ce qui pour moi est la signature d'un film bien écrit, car on peut y voir de nombreuses lignes de lecture et qui s'adressent à tout le monde, d'où son succès, je présume. Le succès, c'est aussi le traitement de ses personnages. Alors, pour les personnages, on a le père de famille, François, joué par Romain Duris, qui est quelqu'un de très solaire. Cependant, cela ne l'empêche pas d'être tourné en dérision. Il a des grands principes sur l'ouverture aux autres, il balance plein de phrases philosophiques et de concepts, par exemple sur la malbouffe, mais il est plein de contradictions. Par exemple, il va avoir une discussion conflictuelle avec son fils en début de film, et va rebondir sur le fait qu'il mange des chips ultra transformés et dégueulasses, que cela montre qu'il est un produit de la société de consommation, et qu'il entre justement dans leur jeu. Puis à la fin de la séquence, son fils va lui rappeler que c'est en fait lui qui a acheté ses chips, et tu vois le père sortir un paquet de clopes de sa veste et s'en griller deux de suite sans qu'aucune remarque ne soit dite par le fils. Mais le plan reste focus sur le personnage de Romain Duris pour que nous, spectateurs, puissions nous rendre compte de l'absurdité de sa logique. Il est lui-même un produit de la société en consommant des cigarettes qui n'apportent rien de bon pour la santé. Cependant, c'est un mec qui se bat, et cela le rend attachant. Il perd petit à petit sa femme, mais trouve le moyen de continuer à vivre et d'éduquer son fils. Il ne baisse jamais les bras et n'attend rien du système, il cherche lui-même les solutions et agit. C'est un monsieur tout le monde, imparfait, mais qui ne se décourage jamais. Et cette détermination et notre attachement pour lui est encore plus renforcé lorsque le deuxième drame qui lui arrive plus tard dans le film intervient et qu'il continue à se battre. Il rappelle énormément le personnage de Guillaume Canet dans Acide et de Sulian Brahim dans La Nuit. Ce qui me fait rebondir sur le personnage du fils, Émile, joué par Paul Kirker, là aussi j'espère que je prononce bien, sur lequel j'avais un peu de mal. C'est un garçon qui suit son père, qui doit le suivre même s'il est en désaccord. Cependant, à part quelques répliques, il réagit très peu, que ce soit émotionnellement et physiquement. On a ainsi peu d'empathie pour lui car il se laisse aller. Peut-être aussi parce que c'est un ado à ce moment-là. Je trouvais ses lignes de dialogue et la manière de s'exprimer en décalage avec son personnage. Cette sensation que les scénaristes lui ont écrit ces dialogues sans se mettre dans la peau d'un ado lambda. Elle pourrait sortir d'un adulte éduqué et réfléchi, qui a préparé sa phrase, mais pas de la bouche d'un enfant dans une discussion de la vie courante. De plus, il est aussi introverti avec une sorte de nonchalance qui n'aide pas à l'apprécier. Cependant, un élément du film va faire que sa personnalité va peu à peu évoluer, ainsi que sa posture, et c'est là où j'ai pris conscience que ce n'était pas son jeu d'acteur le problème. Le choix de la personnalité du personnage en début de film est choisi consciemment, de telle façon afin que nous puissions constater sa transformation. Il n'est pas dans son état normal et cela est reflété dans ses échanges et sa manière d'être avec les autres.
C'est un risque, hein, car je n'éprouvais pas d'empathie pour lui au début, mais cela a très vite changé sur la seconde partie. On le voit aussi seul, devant suivre les décisions de son père, et l'arrivée dans la nouvelle ville va lui permettre de rencontrer des gens, de s'ouvrir et s'épanouir pour devenir qui il est vraiment. Il a, par la suite, un regard plus enjoué, plus libre et épanoui. Pour le reste des personnages, nous avons Adèle Exarchopoulos qui joue le rôle d'une flic. Rien de fou dans son personnage, mais elle le joue bien, et son personnage tient la route, il est cohérent. Je ne vais pas traiter certains autres personnages pour laisser une part de mystère. Les autres sont surtout les copains de classe d'Émile, qui sont des ados très classiques, voire un peu clichés, mais qui ne gênent en rien le film. Pour les autres, c'est le naturel qui prime, pas d'exagération, mais ça renforce le réalisme. On peut passer ensuite à la réalisation. Alors c'est surtout une réalisation caméra-épaule, qui apporte une dynamique dans les plans. Malgré beaucoup de plans classiques, champ contre champ, ce qui est normal parce qu'il y a beaucoup de dialogue entre les personnages, cette caméra épaule elle permet d'être plus proche d'eux et renforce ce côté immersif et intimiste. Ce qui fonctionne aussi très bien, c'est dans les scènes d'action. Je pense à la mini-course-poursuite dans le supermarché, mais davantage à une des scènes finales de nuit se déroulant dans un champ de maïs, qui a une grosse idée de mise en scène, le fait que les trackers soient sur des échasses. Voilà, ils surplombent le champ, ce qui leur donne un avantage tactique, et cela est tourné au-dessus du maïs, alors qu'en général, on suit à hauteur de personnage dans le maïs. Donc tu as des plans en plongée, en mouvement filmé par un drone, je pense, et qui suit la course des personnages. Et cette idée d'échasse, elle est en lien avec le folklore de la région. Voilà, une fête se déroule à ce moment-là et les échassiers sont répandus dans les fêtes landaises par exemple. On a ainsi un réalisateur qui a su tenir compte de son environnement pour trouver des solutions adaptées et originales sans que cela paraisse ridicule. Et ce qui marche aussi pour moi, c'est que forcément, étant du sud-ouest, voilà, côté béarnais, ce côté folklore, je le connais aussi, donc ça me paraît aussi cohérent et normal. Un peu plus tard, on a aussi un mini-plan séquence où plusieurs êtres sont piégés et capturés par l'armée, et là aussi la réalisation est soignée. Ça se passe en forêt, en fin de nuit. Il y a des fumigènes qui sont lancés, il y a un assaut et des combats qui ont lieu. Et tout ça est très chorégraphié entre la lumière, la position des personnages, le traitement des effets spéciaux, bref, franchement chapeau. Il y a aussi dans la façon de montrer les corps se transformant. Il y a beaucoup de gros plans qui ne sont pas avares et n'ont pas peur d'aller dans l'exposition des corps et de montrer la mutation. On va avoir par exemple les griffes poussant sous les ongles, la colonne vertébrale se modifiant, les dents, etc. Ça m'a fait penser un peu plus pour du grand public à The Substance. Quand je dis un peu plus grand public pour le règne animal, hein. N'allez pas montrer The Substance aux plus jeunes. Et ça renforce mon envie en fait de continuer à avoir de la SF française et à participer activement, voilà, financièrement à son développement. Soit en allant au ciné, soit en achetant les Blu-ray, ou à mettre ces films en lumière par les podcasts, justement, parce il y a un style et il y a des idées, quoi, c'est novateur. Et il y a aussi un jeu sur le son, c'est le son de la nature environnante, et aussi ceux des êtres qui, comme ils sont à moitié humains et animal, mélangent les paroles et les bruits animaux. C'est tout en détail et c'est travaillé. Voilà, sans trop en dévoiler, les transformés ont aussi des capacités en lien avec leurs animaux. La force lorsqu'il faut tirer une corde, comme un chien par exemple, avec ses crocs, d'avoir une ouïe qui est beaucoup plus fine, l'amour que peut avoir un animal pour son maître, etc. Voilà, il y a aussi des belles lumières, notamment naturelles et en extérieur, et les costumes donc de ces êtres et les effets visuels sont impressionnants de réalisme. D'ailleurs, le film a été récompensé, hein, César, meilleur effet visuel, meilleur costume, et aussi meilleure photographie, son et musique. Voilà, l'année où se trouvait en face Emilia Pérez et l'histoire de Suleiman, hein, donc ça veut quand même dire que le film avait du monde d'en face et que ses choix, en tout cas, de récompense ne sont pas anodins. Outre le côté technique, je trouve que c'est un film humain et plein d'espoir. C'est ce que j'ai apprécié, c'est que c'est un film chaleureux. Malgré le drame que vit cette famille, François, Romain Duris, est un mec optimiste plein d'espoir et cet espoir est même contagieux, si on peut dire. Mais c'est vrai que sur ce type de film où une société évolue, se transforme en faisant le lien avec les sujets dont je parlais plus tôt, tout ce qui peut être virus, immigration, racisme, on pourrait penser à un film très sombre et pessimiste, et il n'en est rien. Au contraire, le film te donne foi en la vie, te fait ressentir la tolérance, une liberté, un lien plus fort avec la nature aussi. Il y a une très belle scène d'ailleurs où le père et le fils se rapprochent, ils sont de nuit en bagnole, en train de rouler en pleine forêt, cherchant la mer désespérément. Et toujours dans sa volonté d'être optimiste, François fait écouter à la radio à son fils une musique qui marquait la rencontre entre les deux parents il y a plusieurs années et cela porte une nostalgie et de beaux souvenirs.
et ils finissent par-dessus la musique à continuer de crier le nom de la mère pour qu'elle se montre dans la forêt, et le fils se met aussi à crier, mais avec plein d'espoir dans sa voix. Il crie à plein poumon, chose qu'il ne faisait pas jusque-là, comme un loup hurlant en pleine lune. Ce qui montre qu'il a trouvé à nouveau l'espoir de la retrouver, et c'est une séquence très belle et très forte. On parle aussi d'émancipation. François voit son fils grandir et le laisse peu à peu voler de ses propres ailes. C'est d'ailleurs ce qui est traité dans la scène finale sans trop en dévoiler, mais qui, souligné par la tension de la scène plus la musique, te fait monter les larmes aux yeux. Donc le film m'a touché, notamment sur sa deuxième partie, mais le film reste très solide, et pour moi c'est une pépite. Et voilà, on termine en beauté cette première partie avec une pépite. On va maintenant passer sur la partie 2. Pour rappel, voilà, je vais vraiment en synthèse sur certaines découvertes. Vous allez voir, ça va être très 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 rapide. Mais voilà, je tenais quand même à les aborder. Donc c'est parti, let's go! Como pepitas de limón, así de amargas son mis penas. Es tan terrible el sufrimiento. Bien, on va commencer par un roman, celui de Cassandre Lambert, un roman sorti en 2024 qui s'appelle Atalante, tome 1, La naissance d'une guerrière. Alors, c'est un roman qui m'a été offert par ma conjointe, alors notamment parce que, alors pour vous expliquer, elle est pas du tout intéressée par tout ce qui est cinéma. Voilà, on regarde quelques séries ensemble, par exemple sur Netflix, ce genre de choses, mais d'ailleurs, ça me fait penser à une autre œuvre peut-être dont je vais vous parler. Mais voilà, mais on regarde certaines émissions ensemble, et notamment koh sur lequel j'ai un peu moins d'avis positifs au fur et à mesure du temps. Bon, cependant, ça réussit quand même à être addictif. Et Cassandre Lambert a été une jeune femme qui y a participé et qui écrit aussi des romans, dont celui-ci. Et c'est pour ça que ma conjointe m'a offert ce livre. Atalante, c'est un roman qui se divise en 2 tomes. Je viens de terminer le tome 1. Alors, pour vous résumer le film, donc la naissance d'une guerrière. Donc, dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. Donc voilà, Atalante, donc c'est une jeune femme qui a été à la naissance abandonnée par son père qui était un roi et qui cherchait pour sa succession à avoir un garçon. Et donc il ne voyait pas l'intérêt de garder ce bébé et l'enfant, alors qu'elle va être laissée dans une forêt par de proches du roi, va recevoir une sorte de bénédiction de plusieurs dieux et être sauvée. Et au fur et à mesure, on va suivre très rapidement son éducation, voilà, que ce soit d'abord au départ tout bébé par une ours, et puis après par 2 chasseurs, et puis ensuite par un faune, etc. Et voilà, donc ça parle un peu de tout ce qui est la Grèce antique, voilà, ces dieux-là, etc. Et c'est pas que j'avais des a priori, mais c'est une lecture qui est assez simple, assez rapide, je l'ai lu en quelques jours, et qui va directement à l'essentiel. Voilà, c'est un film notamment pour... un roman notamment pour la jeunesse. Et cependant, j'ai quand même eu envie, voilà, d'aller jusqu'au bout du roman, et même à la fin, j'ai dit à ma conjointe, écoute, au final, ça m'intéresse quand même de lire la suite du tome. Donc voilà, pourquoi pas. Je trouve qu'aussi Cassandre Lambert est une femme. Alors, encore une fois, j'ai vu que son image que sur koh, donc koh choisit aussi de la magie de la télévision, mais comme on peut avoir sur YouTube et pour maintenant des influenceurs réseaux sociaux qui peuvent montrer de l'image qu'ils veulent. Voilà, Cassandre Lambert semble quand même une fille assez simple et assez naturelle et assez abordable. Et en tout cas, voilà, je suis content d'avoir lu son roman et de pouvoir participer en achetant le deuxième tome, chose que je ferai. Voilà, donc peut-être pour des jeunes adolescents et notamment peut-être, alors dans ce cas-là, comme vous avez pu le voir sur mon résumé, peut-être davantage pour les jeunes filles, les adolescentes, parce qu'on parle beaucoup
ou de l'émancipation, voilà, des filles qui ont quand même un effort complémentaire à faire parce que la société est dirigée par des hommes et donc il y a des préjugés, des avis qui sont déjà faits là-dessus et Atalante se bat aussi là-dessus et pour se démarquer, même après qu'on reconnaisse ses talents, on essaie de faire en sorte de l'emprisonner dans un rôle de femme, d'épouse, et comment elle peut réussir à essayer de trouver un compromis, etc. Donc, non, franchement, par rapport à ce regard-là de Cassandre Lambert, je trouve qu'il y a quand même assez de recul par rapport à son jeune âge. Donc voilà, peut-être si vous avez autour de vous des enfants, des jeunes filles ou adolescentes, et même garçons, par exemple, moi j'ai bientôt 33 ans là dans quelques jours, j'ai pris plaisir quand même à le lire aussi. Voilà, c'est quelque chose que j'oublierai assez vite, mais dont je n'ai pas d'avis quand même négatif. Ensuite, je vais parler de la bande dessinée, enfin du recueil de bande dessinée, donc Métal Hurlant, Vacances métalliques. Comme je l'avais dit sur un épisode précédent, je m'étais lancé sur Métal Hurlant. Pour rappel, c'était des chaînes YouTube, hein, notamment cinéma. Je pense à Nexus 6 par exemple, je crois le Fossoyeur de films le faisait aussi, qui ont des partenariats avec eux. J'étais allé sur le site et voilà, je m'étais commandé certains des ouvrages. Et ce que j'apprécie, qui va faire lien avec une œuvre dont je vais parler juste après, c'est le fait d'avoir des sujets dystopiques, tout ce qui peut être post-apo et tout ça en lien avec de la science-fiction, et qui se veut le miroir de notre société, hein, voilà, c'est-à-dire que malgré l'évolution technologique, c'est des choses qui pourraient arriver dans un an, ou des choses qui font déjà lien avec ce que on découvre dans notre société actuelle. Toujours assez pessimiste, hein, mais j'adore ça, et l'avantage de Métal Hurlant, c'est que je trouve que vu qu'il y a plein d'histoires différentes, plein de styles de dessins différents, de scénarios, tu peux piocher quoi. Et puis en quelques pages, t'es ancré dans une histoire, dans un univers, et je trouve que ça c'est très fort, aussi bien pour une série que de la bande dessinée, où là ça se joue en quelques cases. Voilà, et Metal Hurlant c'est quelque chose qui sera pas redondant pour moi. Voilà, là ce Vacances métalliques c'est peut-être mon troisième que je lis, peut-être le moins intéressant, mais qui reste quand même super. Et puis encore une fois, dans Métal Hurlant, ce recueil de bandes dessinées, avant chaque histoire, ils te font découvrir une œuvre. Par exemple, sur un des tomes, ils te font découvrir une musique en lien avec je sais pas, le post-apo par exemple. Là, dans celui-ci, Vacances métalliques, ils te font redécouvrir des bandes dessinées francophones, voilà, en lien avec la SF un peu disparue, qui ont marqué l'époque des années 60, 70, etc. Donc voilà, c'est assez fun. T'as aussi des interviews de romanciers, cinéastes, etc. Donc voilà, je recommande Métal Hurlant. Après Métal Hurlant et en lien avec cette thématique, je vais parler de la dernière saison de Black Mirror, la saison 7 qui est sortie donc en 2025 et qui comprend 6 épisodes. J'ai pas vu le tout dernier, voilà, j'ai vu le cinquième là tout récemment. Alors pour rappel, Black Mirror c'est une série britannique qui a pour sujet de traiter de notre société en lien avec la technologie. Black Mirror donc fait lien avec l'écran noir du téléphone, voilà, lorsque tu l'as pas allumé et qui se veut un miroir de toi, et un Black Mirror donc sur le côté peut-être une image de toi mais négatif, hein. Et cette saison 7 est vraiment sympa, elle revient plus sur ce qui faisait l'aura, on va dire, et la puissance de la série au départ. Je crois qu'il y a eu des retours un peu mitigés sur la saison 6 qui était plus horrifique. Et voilà, ce que j'apprécie aussi sur Black Mirror, comme Metal Hurlant, c'est que t'as de tout. Voilà, t'as plein de sujets, t'as différentes approches, t'as des choses qui peuvent être très glauques, d'autres assez abordables, mais toujours avec ce côté quand même pessimiste, voilà, négatif sur ce que apportent ces nouvelles technologies, voilà, malgré que certaines fois tu peux voir une lumière au bout du tunnel, mais ça reste quand même assez sombre. Et sur cette saison 7, eh bien bon, faudrait que je confirme le dernier, je crois qu'il y a un lien un peu en référence à tout ce qui peut être Star Trek et Star Wars. Il y en a certains ouais, qui sont sortis du lot, alors je pense au tout premier épisode qui parle d'un couple dont la femme va avoir une maladie, je crois une tumeur ou un cancer, et qui va tomber dans le coma, et son mari va accepter de, entre guillemets, réanimer sa femme en la faisant participer à une sorte de nouveau projet scientifique qui a pour but en fait d'enregistrer, de faire une copie de son cerveau pour la relancer, etc. Sauf que son cerveau, vu qu'il y est lié, c'est une copie. Au fur et à mesure du temps, elle va devoir payer des abonnements un peu premium
pour en disposer à 100%, donc de temps en temps, en lien avec les discussions qu'elle a avec les gens autour d'elle, elle va voir une pub de 15 secondes, elle est enseignante, donc à un moment donné ça va parler des céréales pour les enfants, donc les enfants vont en parler aux parents, ça va provoquer des conflits. À un moment donné, elle va faire que dormir, on va lui dire ah ouais mais si vous passez par l'abonnement premium, vous aurez moins à vous charger, entre guillemets, la nuit. Donc il y a tout ce sujet-là, et puis si on enlève la technologie, c'est aussi le fait d'accepter peut-être qu'une personne qui soit dans le coma, mais est-ce qu'on est prête à accepter qu'elle le reste juste parce qu'on espère qu'elle va revenir, ou est-ce qu'on pense à elle, et on peut se dire ben non, il y a 95% de chances qu'elle reste dans cet état-là, et bien peut-être mettre fin à sa vie. Tout ce lien, ben est-ce que moi, au niveau de l'amour que j'ai pour cette personne, ou ce que je veux réellement pour elle, qu'est-ce que je suis prêt à faire. Voilà, tout ce qui est ces abonnements aussi, le côté médical, on a beaucoup de chance en France, hein. Voilà, on m'a découvert il y a un an du diabète, qui est un peu aléatoire, hein, ce diabète-là, et je me rends compte qu'avec la sécurité sociale, il y a rien à charge, quoi. Il n'y a même pas la mutuelle qui doit intervenir pour un complément, et c'est fou cette chance qu'on a, mais dans certains pays, notamment le continent américain, enfin les États-Unis, quand on voit ce qui doit être fait financièrement pour payer des frais d'hôpitaux, des frais médicaux, enfin on a énormément de chance. Mais cet épisode de Black Mirror permet aussi de remettre dans le contexte que tous les pays ne sont pas comme ça, et que en effet tu peux pas te permettre de financer une qualité de soins, que ce soit pour toi ou tes proches, et donc qu'est-ce que tu es prêt à faire? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier, à travailler plus et à mettre ta vie de famille, ta vie de couple de côté pour y arriver? Enfin, c'est cette force qu'a Black Mirror, c'est de te faire, outre l'épisode d'une heure que tu viens de voir, te pousser à la réflexion sur ton quotidien, sur ta vie, en plus de ce que tu viens de voir. Et ça, Black Mirror est très très bon là-dessus. Je pense aussi à l'épisode 3 qui est génial, où une société de production va essayer de relancer un de ses films en noir et blanc, style Casablanca, il y a beaucoup de références à ça, en le remettant au goût du jour, alors tout en gardant son esthétique d'époque, mais en faisant qu'une actrice actuelle puisse en gros être immergée dans ce film-là en direct, où tous les plans restent identiques, etc. Et les personnages du film vont être impactés dans leurs décisions en lien avec cette actrice qui va entrer dans le film. Voilà, il faut voir le film, hein. L'épisode, c'est un peu spécifique à expliquer, mais je l'ai trouvé très bon dans son idée, dans sa mise en scène. Voilà, c'est très novateur là aussi, franchement c'est top. Donc ça c'était l'épisode 3, et c'est marrant parce que dans cette saison, c'est plus les épisodes impairs que j'ai bien aimés. Il y a le 1, le 3 et le 5. Le 5 qui s'appelle Eulogie, où là on va suivre donc un personnage qui est contacté parce que une de ses connaissances du passé vient de décéder, et on veut recueillir voilà, des souvenirs qu'il avait d'elle, et il n'a pas trop de facilité à s'en souvenir, et donc on lui propose d'utiliser un outil qui s'appelle Eulogie, qui est une sorte de patch que tu mets sur la tempe et qui te permet de refaçonner l'image de l'époque, et de retrouver ses souvenirs, de pouvoir les enregistrer. Et notamment, il va retrouver des photos d'époque, et en fait, il va entrer dans ces photos-là et les reconstituer avec l'aide de l'IA qui est là pour lui. Et voilà, c'est quelque chose sur les souvenirs, ce qu'on choisit de se souvenir aussi, des idées préconçues qu'on peut avoir. Il y a toute une enquête aussi pour essayer de reconstruire ce qui s'est passé réellement. Voilà, c'est sur une histoire d'amour, hein, qui s'est mal terminée, et je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, de beauté là-dedans. Et voilà, il me reste juste le dernier à voir qui s'appelle USS Callister, voilà, qui traitait, voilà, comme je disais, d'un élément de science-fiction un peu en mode Star Trek qui avait déjà été fait précédemment. Voilà. Pourquoi je vous parlais de Black Mirror? En fait, je me suis remis sur Netflix parce que avec ma conjointe, qui n'est pas du tout ciné, on avait quand même des séries qu'on pouvait apprécier ensemble, notamment elle aime bien tout ce qui peut être un peu thriller, les séries espagnoles, etc. Et Netflix permettait d'en avoir quelques-uns. On l'avait laissé de côté, donc là, vu que notre bonhomme là va faire sa rentrée, voilà, c'est un peu plus simple de le coucher et tout ça, on se regarde désormais une série, elle n'est pas du tout film, c'est trop long de regarder un film d'une heure et demie, 2 heures, etc. Donc la série est un bon compromis. Donc on a regardé notamment la dernière saison de Ginny et Georgia,
J'en parle parce que je l'ai vu, hein, ça fait partie de la partie 2. Je, L'intérêt de cette série, elle réside dans ses personnages et des liens entre eux, mais sinon, il n'y a rien d'intéressant à tirer. Sinon, dans la série, à un niveau réalisation, musique, etc., c'est très plat. Ça reste intéressant parce que moi, je continue à regarder, mais là, sur cette dernière saison, j'étais plus à me dire, mais c'est pas logique. Par contre, je fais le lien avec une autre série que j'ai repris, qui est Squid Game, la saison 2 et 3. Je m'étais arrêté à la saison 1, qui m'avait laissé sur un avis plutôt positif, mais bon, vu que c'était du coréen et que j'étais déjà connaisseur du cinéma coréen, je voyais plus le côté bénéfique de la série pour les gens qui s'arrêtaient au style cinéma américain, européen, et qui n'avaient jamais testé du coréen ou film chinois, japonais. Et je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée parce que c'est une série, voilà, un peu blockbuster et tout ça, et qui mélange ce qu'on connaît du cinéma coréen, c'est-à-dire ce traitement de l'humour, de l'action, de l'horreur, du drama, etc. Et pour moi, Squid Game est une porte d'entrée, et je trouve qu'il a invité les gens peut-être à s'intéresser à du cinéma plus mondial. Euh, j'ai été surpris par la saison 2, que j'ai trouvé assez sombre et prenante. Je trouve que la saison 2 et 3 sont une seule et même saison, peut-être que c'est saison 2 partie 1, partie 2 qu'ils auraient pu faire. Je suis assez étonné quand même de la finalité de la série. Je trouve qu'elle est assez dramatique, hein, assez sombre. Là, je vais rapidement spoiler, mais vous pouvez avancer de 2-3 minutes, si vous voulez être sûr que je spoil pas, mais de terminer quand même par la mort du personnage principal et du fait que voilà, ce jeu continue de se dérouler dans le monde sans que la personne en tête de cette institution, des gros riches qui profitent de ce spectacle et tout ça ne puisse être arrêté, et puis qu'on constate que ça va être développé aux États-Unis et tout ça. C'est assez cohérent, mais je suis surpris d'une série de cette ampleur qu'elle puisse se permettre ça, et c'est tant mieux. Et puis Kate Blanchett qui apparaît à la fin, j'étais surpris, ça m'a fait marrer. Bon voilà, c'est pour le petit clin d'œil, tant mieux. Et avec le recul, je me rends compte qu'en fait, ils ont recyclé un point qui avait fait la réputation de Netflix, en fait, avec la Casa de Papel, hein. C'est-à-dire que Casa de Papel, t'avais déjà dans la tenue, cette tenue rouge de ces bandits, qui est la même pour ces personnages, donc qui sont aussi en tenue rouge et ce masque, voilà, comme Casa de Papel. Il y a le fait aussi de revenir dans un endroit qu'on avait déjà traité dans la saison 1. Casa de Papel, c'était la banque. Ils reviennent dans la banque faire le même braquage. C'est pareil dans Squid Game, on a le héros qui veut revenir donc sur l'île pour mettre fin aux agissements de cette entité. On a aussi tout ce qui est la multitude des personnages traités dans leur personnalité. Je pense notamment aux personnages un peu vieux, détestables. Par exemple, le directeur de la banque et dans Squid Game, c'est un des personnages les plus vieux qu'on voit dans la saison 2 et 3 qui fait tout pour arriver à ses fins. Enfin voilà, je suis sûr qu'il y a plein d'autres éléments auxquels je ne pense pas, mais qu'on peut retrouver aussi bien sur Squid Game que Casa de Papel. Et voilà, et je pense que ça a été adapté et travaillé du fait de succès de la série espagnole. Voilà, bon, au final, je sais pas combien de temps j'ai passé sur cette partie 2 parce que, bon, vous le verrez pas au montage, mais j'étais interrompu quelques fois. Bah écoutez, en tout cas, c'est terminé pour moi sur cette partie-là. On va donc entamer la troisième et dernière partie, donc sur les revisites. Let's go! Y el limón del limonero, hijo del sol de unos versos, si sus pepitas yo quiero para poderlas para sembrar lo que quiero. Et bien sur cette troisième partie, une seule œuvre dont j'ai déjà fait le teasing précédemment. On va parler de Cloverfield, sorti en 2008 et réalisé par Matt Reeves. Matt Reeves, que vous connaissez forcément, qui s'est fait connaître notamment sur ces dernières années. Il avait réalisé les 2 derniers films de la nouvelle trilogie de La Planète des Singes, et puis The Batman, le dernier en date, avec Robert Pattinson. Cloverfield était sorti en 2008 et se voulait dans le style horreur science-fiction et tourné en mode found footage,
Je vais revenir tout à l'heure pour vous expliquer de quoi il s'agit. De quoi parle Cloverfield? Alors, dans un appartement de Manhattan, la fête du départ de Rob pour le Japon bat son plein. Soudain, l'immeuble est ébranlé par une violente secousse. En quelques minutes, les rues sont envahies par une foule inquiète. Des explosions ont lieu dans la ville, la tête de la Statue de la Liberté s'effondre, et personne ne semble en mesure de savoir pourquoi. C'est un film sorti à mes 14 ans que j'avais découvert au cinéma. En parallèle de ça, j'étais fan de Lost à l'époque, et cela a une forte importance pour vous présenter mon avis. Pour rappel, Lost les Disparus est une série américaine sortie entre 2004 et 2010 qui racontait le crash d'un avion et de ses passagers sur une île déserte et perdue du Pacifique et dont personne ne semble pouvoir les retrouver. Et durant 6 saisons, nous allons suivre le quotidien des survivants et apprendre que l'île a quelque chose de surnaturel, que des événements étranges ont lieu et qu'ils ne semblent pas les seuls êtres vivants ici. La série avait marqué son époque sur plusieurs éléments, d'une part par son intrigue, qui réussissait à réunir la vie quotidienne de ses personnages avec le côté thriller, horreur, surnaturel, par des cliffhangers en fin d'épisode nous incitant à découvrir les épisodes suivants, par des flashbacks et flash-forward aussi, donc flashback passé, flash-forward dans le futur, et par un développement de l'univers de la série se faisant par ses fans, essayant de percer le mystère via des forums, et même des sites parrainés par l'équipe créatrice derrière Lost, ce qui était novateur pour l'époque. Et ma seule façon de suivre la série, justement quand elle sortait en France, était de regarder TF1, qui diffusait 2 épisodes par semaine les week-ends d'été, de mémoire. Donc importance d'être toujours disponible à ce moment, et que la télé le soit aussi, puisqu'on en avait une pour toute la famille, donc classique, il fallait donc se mettre d'accord. Et pas de rediff possible de replay ou de téléchargement. Le téléchargement est venu à la fin de la série Lost, plus tard, et n'était pas quelque chose de courant. Et je m'en souviens très bien car j'avais pu continuer à suivre les dernières saisons de cette façon, et ça a été un des premiers contenus que j'avais appris à télécharger. De plus, Lost était une série qui nécessitait d'être totalement investi, car il y avait énormément de mystères, ce qui posait problème si tu loupais un épisode. Et d'ailleurs, même si tu n'en loupais pas, tu pouvais être perdu quand même, ce qui était aussi un des principaux reproches qui pouvaient être faits à cette série. C'était donc un rendez-vous estival important à ne pas louper, pour le replacer aussi dans cette époque, il y a 15-20 ans. Voilà, chose qui n'est pas pareil forcément aujourd'hui. Derrière la création de la série, nous retrouvons principalement J.J. Abrams, connu en tant que réalisateur pour la série Alias, Mission Impossible 3, les 2 premiers films de la nouvelle saga Star Trek, Super 8, le premier et dernier épisode de la nouvelle saga Star Wars malheureusement, et qui sera le producteur de Cloverfield. Allez, premier film de la nouvelle trilogie Star Wars, il était quand même correct, j'avoue que j'appréciais quand même. J.J. Abrams avait déjà travaillé avec Matt Reeves sur la série Felicity. Au scénario, c'est Drew Goddard, ayant une filmo assez intéressante puisqu'il a réalisé La cabane dans les bois, qui, dans son scénario, a un retournement de situation rendant le film extra. Il a aussi réalisé le film Saltant à l'hôtel El Royal, qu'il faut que je me dépêche de regarder car j'entends souvent revenir ce film à mes oreilles. Et pour l'écriture, il a travaillé entre autres sur quelques épisodes de Buffy, Alias, Lost et Daredevil que j'avais bien aimé. Et à l'époque de la sortie du film, la saison 4 de Lost était diffusée, et un engouement particulier se faisait sur ce film très énigmatique, renforcé par le parallèle avec la série et le marketing viral. L'affiche était très épurée. Pour vous donner une idée, on voyait donc Manhattan au loin, avec en premier plan la Statue de la Liberté, mais sans la tête, et ça donnait très peu d'indices, et ça rappelait aussi certaines des affiches de Lost, y compris dans son choix de couleur vert-bleu appuyant sur le côté surnaturel. Je me souviens aussi d'un site qui réunissait des photos d'extraits du film, permettant d'avoir plusieurs indices. On avait la boisson créée de toutes pièces par Abrams, apparaissant dans d'autres de ses films, on avait le logo d'Arma. Il y avait aussi de faux reportages TV, pouvant donner des indications sur les origines du monstre. Et ça, c'est l'élément important, car Cloverfield présente vraiment cette ambiance mélangeant mystère, horreur, easter eggs et science-fiction. D'ailleurs, l'introduction du film montre que les images qui vont être diffusées proviennent d'une caméra récupérée sur l'ancien Times Square. Il précise bien l'ancien Times Square. Voilà, et ça a été récupéré par l'armée, et on voit le logo d'Arma, connu par les fans de Lost, qui apparaît durant quelques secondes et qui vont renforcer cette idée d'univers commun. Donc déjà happé par l'approche réaliste et aussi SF de Lost, Cloverfield devenait vraiment comme un complément,
Une œuvre distincte, différente dans son format cinéma et son approche de réalisation et scénario, mais ayant dans son équipe technique les mêmes créateurs permettant un long métrage de qualité. Voilà pour le contexte. Et le film ne m'avait pas du tout déçu. J'avais adoré l'univers travaillé aussi au-delà du film, et comme certains de mes films coup de cœur, je l'ai laissé un moment sans le regarder à nouveau par crainte de perdre cet engouement que j'avais ressenti à sa découverte. Alors, qu'en est-il désormais? Eh bien, je ne m'attendais pas à apprécier toujours autant. J'avais des bribes de souvenirs du film, mais d'éléments importants. Je savais donc que la surprise concernant le scénario ne serait pas présente. Cependant, j'avais complètement oublié le rythme, l'angoisse et la tragédie du film. Alors tout d'abord le found footage. Donc pour rappel, le film est en found footage, c'est un procédé consistant à nous faire croire que nous allons visionner un enregistrement vidéo, souvent amateur, découvert par hasard ou suite à un événement particulier ayant eu lieu. Les exemples les plus marquants sont Cannibal Holocaust, Projet Blair Witch, qui avait relancé et popularisé le style dans les années 2000, bien que je trouve que les plus parlants sont revenus sur la période Cloverfield justement, avec le film espagnol Rec, qui avait été un de mes premiers films d'horreur que j'avais découvert et dont la seule bande-annonce me terrifiait déjà à l'époque. Mais il y a eu aussi Paranormal Activity. Là, en sortant du film d'horreur, il y a eu Projet X, District 9 à sa façon aussi, qui avait revisité ce style, mais en mode plus documentaire, sans qu'il s'agisse de vidéos perdues jamais visionnées. Et ça me fait aussi penser d'ailleurs au film End of Watch, qui suivait une patrouille de flics, qui était aussi sympa et pouvait sembler comme District 9 être un cousin du found footage. Bref, ce style de procédé a pour but de permettre une immersion plus importante dans le film, puisque nous avons l'impression que ces images auraient pu être tournées par nous, mais aussi parce qu'elles nous incitent à être plus vigilants sur les images pour ne louper aucun détail. La force du Blair Witch résidait dans le fait de penser voir quelque chose alors que durant tout le long, rien n'est clairement montré, et notre immersion et imagination fait le reste. C'est pas non plus quand peut provenir telle ou telle chose. Il en est de même pour Cloverfield, j'avais juste un doute au départ sur le choix de la langue lorsque j'ai lancé le Blu-ray. Sachant ce qu'il s'y passait, je doutais sur le fait de choisir en français afin de ne pas lire les sous-titres et d'observer plus attentivement l'image, mais je perdais un peu de l'immersion car les voix n'étaient pas forcément adaptées, ou soit je regardais en version originale sous-titrée pour, à l'inverse, renforcer le réalisme en ayant les vrais dialogues et voix des personnages, mais en perdant de vue les plus infimes détails pour pouvoir lire de temps en temps quand même les sous-titres. J'ai donc pris au final la décision de plutôt choisir la version française, même si, comme je disais, je ne la trouve pas forcément excellente. Elle fait le taf, mais surtout sur un found footage, elle peut perdre un peu ce côté immersif. Ensuite, l'idée... Alors là, je vais aller dans les détails du film à partir de maintenant. Donc je vous recommande de voir Cloverfield, c'est vraiment un film énigmatique, il faut que vous y alliez vraiment sans connaître aucun élément. Puis si vous l'avez déjà vu, que vous n'êtes pas intéressé pour la partie spoiler, je vais aller là dans le détail. Ensuite, ce que j'ai apprécié, c'est que l'idée d'une fête surprise en début de film, elle permet aussi de découvrir et présenter les personnages que nous allons suivre. Idée qui fonctionne très bien puisque réaliste, voilà, chaque personnage est interrogé par le caméraman pour laisser un petit mot à Rob avant son départ. De plus, la caméra utilisée est une trouvée dans le logement de ce dernier, et l'enregistrement du direct se fait au-dessus d'anciennes vidéos qu'il avait réalisées, notamment avec son ex sur une de leurs journées en amoureux. On a donc sur les coupes des extraits de cette ancienne journée nous permettant de comprendre le lien qu'il entretenait avec cette dernière, qui s'appelle Bess, et qui est présente à la soirée avec son nouveau mec, permettant un background sans que cela paraisse forcé. L'intro est donc pas mal quand on a quelque chose de festif, bruyant, nous mettant direct dans une ambiance et nous donnant déjà une, voire des intrigues amoureuses. En plus d'apporter une tension à la soirée, elle aura un impact sur le scénario puisque les personnages vont se trouver séparés et devront se retrouver afin de pouvoir fuir la villa. La partie horreur SF va ensuite démarrer quand les personnages vont assister à l'explosion d'une partie de la ville. Ils vont descendre dans la rue et voir la statue de la liberté, enfin en tout cas la tête, s'écraser à quelques centimètres d'eux, et là le parallèle avec les attentats du 11 septembre 2011 n'est plus à faire. Je n'ai pas d'autres exemples de films ayant sur cette période autant fait le lien avec cet événement, car on n'avait plus entendu les films s'étant autocensurés par respect aux victimes, comme une des intrigues d'un des films Spider-Man de l'époque qui devait voir un hélico pris dans les toiles de l'araignée entre les tours du World Trade Center, ou en tout cas dans un teaser.
mais de ceux ayant traité du sujet des attentats, je n'ai pas d'exemple. Ici, la surprise, l'effroi et le fait de ne pas savoir où fuir est palpable. Le danger provient des explosions, des débris pouvant tomber n'importe où, et les vagues de poussière se déversant dans les rues. Et là aussi, sur cette période, pas de réseaux sociaux, juste les téléphones portables pour pouvoir s'appeler, en espérant avoir du réseau et du forfait, et les chaînes télé partageant les news en direct sur le peu d'infos qu'elles peuvent donner. Aussi, ces événements sont filmés par le caméraman, lui aussi spectateur, et dont la caméra est le prolongement de ses yeux. Les plus régulièrement en contre-plongée, nous faisant ressentir la puissance, l'envergure et la dimension du danger, comme par exemple sur la taille des débris, des bâtiments détruits sur le point de s'écrouler, ou même du monstre. Et le monstre là aussi est une réussite, que ce soit pendant et même après le film, je m'explique. Le film à la manière de Lost réussit à maîtriser l'arrivée et la présentation du monstre. Nous ne voyons que des bribes, des parties de son corps, voire seulement que des bruits. Cependant, pour avoir un peu plus de contenu, notre caméraman va aussi filmer les reportages en direct sur les écrans de télé, nous donnant aussi d'autres plans du monstre qui zigzaguent entre les rues de Manhattan. Et je trouve son esthétique très intéressante car il semble grand et en même temps se traîner sur ses pattes, faisant qu'il peut à la fois sembler proche de nous en hauteur, mais avoir une allonge lui permettant d'agripper des hauts de bâtiments. Et pour renforcer l'horreur et ses dimensions, les créateurs ont aussi donné au monstre des sortes de tiques se baladant sur lui qui vont se révéler, pour nous, être comme des araignées avec la taille de gros chiens et pouvant nous infecter en une seule piqûre et provoquer des dommages collatéraux, sans que je puisse aller plus dans les détails, mais qui est assez trash. Et c'est une réussite pour mettre en échelle la taille du monstre. On sait ce que peut être une tique pour nous ou un animal, et la montrer sur un être immense fait que nous prenons plus conscience de son envergure. Un peu comme ce que je disais tout à l'heure pour Jurassic World, où on peut avoir pour les plus gros dinosaures des animaux qui vont se nicher sur eux. Mais là, ici, sur Cloverfield, c'est bien plus parlant et bien plus impactant. Je me souviens aussi qu'après le visionnage du film, des théories apparaissaient sur le fait que plusieurs monstres différents soient présents dans le film, car la bête ne semble pas la même durant l'avancée du long métrage. Il semble au final qu'il n'y en ait qu'une, mais chose qui apporte un autre regard au film après l'avoir vu, c'est que il a été dit par les créateurs que le monstre était un alien, je crois, et aussi un bébé, et que le monstre a seulement été réveillé et a débarqué sur l'île. Et quand je dis réveillé, justement les faux reportages TV qui ont été créés montraient justement une intervention d'une squad qui allait sur une plateforme pétrolière sauver des scientifiques, et que lorsque la plateforme en fait s'écroulait dans l'océan, un bruit venu des abysses en fait surgissait en fait et balançait les débris de la plateforme, faisant détruire le canoë, enfin présumé en tout cas. On a donc un être qui est en fait seulement, et par rapport à ce qui est dit là, qui semble être un bébé et qui a seulement été réveillé, on a un être qui est seulement désorienté dans un univers qui n'est pas le sien, puisque lui semble venir plus du maritime. Il est entouré de bâtiments, il ne peut pas se déplacer facilement et il est attaqué de toutes parts. Ce qui fait qu'on peut revoir le film différemment en prenant en peine la bête, comme le sont ses deux références principales, Godzilla et King Kong, puisqu'ici le but est de détruire le plus rapidement possible la créature sans essayer forcément de la comprendre. Mais ça veut aussi dire que les parents ne doivent pas être très loin, et sont aussi plus imposants, nous faisant là aussi dire que ce que nous voyons via ce monstre n'est qu'une infime partie, et je trouve ça génial. Aussi, des rumeurs en ligne parlaient que le monstre venait des abysses et que les travaux réalisés sur la plateforme en mer l'auraient réveillé. Après avoir revu le film, je pense à une autre logique. Alors oui, la finalité est celle-ci, sauf que le caméraman fait à un moment une référence très, voire trop appuyée à Superman, en disant qu'il s'agit d'un extraterrestre venant peut-être d'une autre planète et qu'il serait tombé sur Terre par hasard. Et on sait en fin de film qu'un élément non identifié tombe dans l'océan, sans qu'on puisse savoir quoi. Voilà, sur la journée justement, un amoureux qu'ont eu les deux personnages dont je parlais tout à l'heure. Et je pense que la référence à Superman sert de lien avec ce dernier élément. Voilà, qu'une entité venant de l'espace est tombée sur notre Terre, a vécu dans les profondeurs marines, puis, par une suite de circonstances, a débarqué sur Terre à Manhattan et a créé le chaos. Dans les bonus du Blu-ray, le créateur du monstre emploie, comme je le disais aussi, le terme alien et qui peut renforcer ce sujet.
Et un peu comme Black Mirror, j'adore ces, ces œuvres cinématographiques qui t'invitent à te questionner après les avoir vues et qui te restent en tête quelque temps, voilà, aussi bien pour les thématiques qu'elles abordent, les remises en question qu'elles peuvent avoir sur nos vies, la société aussi, et simplement aussi le mystère qui peuvent entourer ces créations, voilà, ou même le scénario. Et Cloverfield en est. Pour terminer, j'avais évoqué le fait que je ne me souvenais pas que le film était aussi sombre, et en effet, voilà, tout devient de pire en pire. On suit un mec aveuglé par une femme qu'il cherche à retrouver alors qu'elle a refait sa vie. Ce mec va perdre son frère durant son périple. Il va devoir échapper à un monstre qui menace à tout moment de pouvoir le tuer lui et ses amis. Les rares moments de calme, ou le rare moment de calme juste parce que je crois qu'il y en a qu'un, il va recevoir un appel de sa mère et il va devoir lui annoncer justement la mort de son fils. Il va être un des derniers survivants, ce qui va dire qu'il va être confronté à la mort de tout son entourage. Il va devoir monter dans un building menaçant de s'écrouler à tout moment pour sauver sa dulcinée. Et quand il retrouve l'amour de sa vie, il ne peut même pas au final en profiter car ils finissent tous les deux morts écrabouillés. Donc personne n'est épargné. Et le film traite entre autres de ce que nous sommes prêts à faire par amour, mais la fin ne donne pas un avis positif là-dessus, mais plus réaliste en fonction du contexte dans lequel cela se déroule. À plusieurs reprises, on lui a dit qu'il fallait aller dans l'autre sens, il fallait fuir le danger, etc. Le personnage n'a pas écouté, la mort interviendra. Et ça sur un rythme continu d'1h20. Moi, je suis resté impressionné et le film n'a quasiment pas vieilli, 2008. Et la suspension d'incrédulité fonctionne. En effet visuel, j'ai un peu tilté sur la Statue de la Liberté. Et je trouve aussi que l'humour du caméraman est un peu lourd. Un peu comme Jurassic World, tu sens qu'ils ont voulu adoucir un peu du fait du côté sombre. Mais bon, ça s'arrête là. Malgré que tout soit condensé en termes de temps et de lieu, on a une multitude de décors, que ce soit les rues, l'intérieur des bâtiments et des commerces, on a des hélicos, les métros, les pièces aménagées pour recevoir le blessé, et un jeu se fait là-dessus qui peut rappeler un peu les jeux vidéo, un peu d'action, avec des checkpoints, voilà, et une action continue en mode un peu Call of Duty, Battlefield, des trucs comme ça. Et en plus du visuel, le jeu sur le son est aussi très bien traité. C'est un film en fait qui donne envie d'être revu, voilà, d'être décortiqué afin d'être sûr de n'avoir rien raté. On a envie de faire pause sur chaque image pour analyser tout ça en détail. Voilà, même à la fin du long métrage, je m'étais dit est-ce que je fais pas un épisode spécial là-dessus? Et bon, encore une fois, par rapport au peu de temps que j'ai pour voir des films et séries, je préfère donner, on va dire, plus de l'importance là-dessus plutôt que de traiter une œuvre sur du long terme. Mais ça aurait pu être une solution. Et ça permet aussi de montrer l'importance du travail du cadrage là-dessus, de la mise en scène. Voilà, quels éléments souhaites-tu faire ressortir à l'image, que ce soit en premier plan ou en arrière-plan, et de quelle façon. Et cela en plus dans un found footage où tout doit justement sembler être filmé de façon aléatoire, sans qu'il y ait une préparation et une réflexion qui soit faite sur le cadrage. Voilà, que tu filmes l'instant, l'émotion brute, mais là de le retranscrire en donnant un but à toutes ces images et en t'apportant du contexte, je trouve ça bluffant. Et donc on termine cette émission par une pépite. Voilà, écoutez, je suis content d'avoir traité de ces œuvres-là, c'est important pour moi. Encore une fois, je suis persuadé que l'émission aurait gagné en qualité si Rémi avait été présent, parce que le but de Looking for Pépite, encore une fois, c'est qu'on partage nos découvertes. On voit pas forcément tous les deux les mêmes œuvres. Alors le Jurassic World, c'était parce que c'était cette période estivale, donc Rémi l'a vu aussi, mais voilà, l'idée c'est qu'on rebondit chacun sur nos œuvres respectives et que ça crée un sujet. Moi j'espère en tout cas sur cette émission et la précédente sur lesquelles j'étais en solo, que je vous ai donné quand même envie de vous faire votre propre avis, voilà, et vous inciter à découvrir les œuvres. Les épisodes sont diffusés sur donc les plateformes de podcast, je crois de façon générale. Donc vous pouvez taper LSDMV, vous allez retrouver donc mes émissions ainsi que Looking for Pépite. En tapant Looking for Pépite, vous trouverez aussi. Vous l'aurez aussi le podcast de Rémi qui le met en copie sur son podcast Pour une poignée de review. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas grave, on n'est pas dans
une approche de vue sur tel ou tel profil. Justement, c'est vu qu'on a des spectateurs différents, ça peut peut-être permettre d'avoir un public plus important. Après, ce sera le bouche à oreille qui fonctionnera, parce que moi, je fonctionne pas du tout sur le partage de mes émissions. Voilà, même autour de mes proches et tout ça, de mes connaissances, j'en parle quasiment pas. Et si vous voulez mettre des avis, là, ceux où j'aurai un retour, ce sera sur ma chaîne YouTube, donc là aussi LSDMV, ou en tapant Looking for Pépite. Sinon, le nom de ma chaîne, c'est LSDMV. Vous mettez un commentaire sous l'émission, et s'il y a besoin, j'y répondrai. En tout cas, ça me fera plaisir. Voilà, on se quitte bien entendu avec la musique de fin. J'ai décidé de vous partager une musique de Woodkid qui s'appelle Story of Rainy X Amekara Nije. J'espère que là aussi je prononce bien. C'est en fait une musique qui est tirée du film, du jeu vidéo Death Stranding 2. J'avais commencé à jouer au 1, je m'étais arrêté, par contre j'avais été absorbé par l'univers et le scénario qui était assez particulier. Et ça m'avait fait le même cas avec God of War. J'avais joué au nouveau God of War, le premier sur PS4, et j'avais pas acheté le nouveau, je joue très peu à la console, mais je voulais savoir ce qui se passait dans la suite. Et donc j'étais allé sur une chaîne YouTube qui en fait met toutes les vidéos au moment important du jeu et le regroupe dans une vidéo qui dure 6 ou 7 heures en fonction du temps des extraits vidéo et du jeu. Et ça permet en fait de découvrir l'histoire sans forcément y jouer. Donc God of War, je regardais de temps en temps. J'ai fait pareil pour Death Stranding. Et ouais, j'ai été happé par l'histoire du jeu que j'ai regardé jusqu'au bout. Et la musique que je vais vous partager arrive dans un moment assez important. Elle y est à plusieurs moments, mais il y en a un en particulier où Sam Porter, je crois qu'il s'appelle comme ça, va affronter l'antagoniste. Et l'antagoniste va l'attaquer et le faire souffrir d'une façon continue, sur lequel notre héros ne peut rien faire pour s'en sortir. Et en fait, il a un pouvoir, notre héros, c'est celui de ressusciter à chaque fois. Donc en fait, il va être dans une boucle où il va avoir une sorte de feu incandescent qui va le brûler, et il va ressusciter pour rebrûler directement, ainsi de suite. Et donc il y a quelque chose de très dramatique qui se passe. En plus, pendant le jeu, tu as appuyé sur une gâchette pour le faire avancer, sachant que ça te mène à rien parce qu'il meurt au bout de quelques secondes. Et t'as une puissance là-dessus mêlée à cette musique qui va arriver quand son entourage va essayer d'intervenir, qui est assez forte. Et donc je tenais à vous partager cette musique pour terminer l'émission. Voilà, en tout cas, j'espère que vos vacances, si vous en avez eu, se sont bien déroulées. Je vous souhaite une bonne rentrée. Je vous dis à très vite. Ciao.